Michelin, Motion for Life. Salut à tous, bienvenue dans Racing Stream avec le plateau que Jean-Louis a totalement décoré à Noël. T'as bien bossé? Oui, sûrement. C'est bien. Sûr. Bah oui, on s'est appliqué. Avec, T'as mis des iPads, t'as mis des trucs on en a mis dessous. tout ce qu'il fallait. Oui, il y a plein de cadeaux. C'est bien. Bon bah écoute, je suis très content. Une émission qui commence, c'est bien commencé par une vanne pour démarrer. C'est l'idéal. Bon bah Jean-Louis, j'ai commencé par toi. Merci d'être là encore une fois. On a beaucoup à dire sur la F1. Hein. On a beaucoup à dire sur deux grands prix. Jeddah déjà, et puis Abu Dhabi, qui est le final. Oh là là, c'est incroyable. On dirait une finale d'e-sport tellement c'est n'importe quoi cette saison. De Formule 1, je vais rester du côté droite du ring. Il commence à faire une petite carrière qui commence à être sympathique. C'est parce que je lui ai donné les bons conseils pour comment devenir un pilote au Trophée Andros lorsque nous avons roulé. Alors, il m'a mis juste 2 tours d'avance. En tout cas, le pilote que nous connaissons tous, et je suis vraiment ravi de te recevoir, Mathieu Vaxivière, le pilote aujourd'hui pour Alpine, la classe. Franchement, chapeau. Merci d'être là. Merci à tous. On va revenir évidemment sur tout ton parcours, tout ce que tu as pu faire ces dernières années, les 24, il n'y a même pas que Le Mans maintenant, tu fait le tour du monde des circuits, on va parler de tout ça. De ton actu, beaucoup à dire évidemment dans cette émission, en tout cas ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Dans ton interview, du côté gauche du ring, notre troll national Rémi Tissier qui nous fait le plaisir encore une fois d'être là. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, là je suis chaud comme la braise et pour une fois c'est pas la moto, j'attends la Formule 1. On a un côté pro Verstappen à gauche qui est assez marqué. Pas du tout, je suis totalement neutre, mais j'ai observé. Et ça va toi les freins? Ça se passe bien la paix? Nickel. C'est bon. Ça va Anthony? Tout va bien. Je suis vraiment dans les starting blocks pour parler moto, pour parler. voilà. Oh merci, c'est gentil. C'est marrant, ils m'ont fait ça dans E-Race aussi. Alors je dis c'est une olive qui est dedans. Oui, j'imagine. C'est très très léger en tout cas. Ou alors ils viennent te demander en mariage. Ah, on ne sait pas. Je suis pas sûr d'accepter tout de suite quand même. On verra. Tout est possible aujourd'hui. Bon, on se doute bien que Jean-Louis va nous parler de Formule 1, on se doute bien que Rémi va nous parler de motocyclette. Mais toi, c'est quoi tes sujets aujourd'hui? Je suis tout terrain. Je vais parler Dakar, je vais parler Extreme E, je vais parler également Trophée Andros, et puis un petit peu pour se faire plaisir d'un 4e sujet, Bathurst, une montagne à gravir. Bathurst. D'ailleurs, t'as roulé à Bathurst? J'ai roulé à Bathurst. C'est aussi compliqué qu'en jeu vidéo ou pas? C'est même plus compliqué qu'en jeu vidéo. Parce que quand tu tapes, bon, c'est pas la même qu'en jeu vidéo, quoi. Mais non, c'est un super circuit. Puis j'ai eu l'occasion de découvrir aussi les 1000 km de Bathurst, donc... Ah ouais, ça va être un truc de fou. Je déteste ce circuit. Non, je tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Il est trop dur, j'arrive pas. Les rails à la fin, les murs, je les appelle par leur prénom, je les tutoie. C'est une catastrophe. Bon, en tout cas, c'est bien, il connaît tous les circuits. On va pouvoir rigoler, parler de toute cette actualité. Évidemment, je vous parle tout de suite de moto avec notre ami Rémi Tissier, notre expert national. Fais péter la virgule, Nico, c'est le MotoGP. MotoGP, surtout moto, parce qu'on va parler. Je vois ta moue tout de suite, il fait une petite grimace. Il y en a plus, c'est fini la MotoGP. Oui, mais justement, parlons moto, parlons saut, parlons. Moi, je parlais de ceux que je connaissais, Edgar Toron-Terras. Il n'y a pas que, mais en tout cas, c'est parlant de Supercross. Comment ça s'est passé d'ailleurs, ce Supercross de Paris, notamment pour Marvin Musquin? Il a gagné, il a tout gagné. Alors déjà, d'abord, félicitations aux organisateurs, parce qu'il fallait quand même le faire. La dernière, il n'y en a pas eu d'épreuve. Là, il faut savoir qu'au niveau des frais, il n'y a eu qu'une seule après-midi. Quand vous faites marcher les tractopelles pour mettre la terre, que ce soit pour 3 jours ou 1 jour, c'est le même coût. Donc, ils ont réussi à le faire. Le lendemain, quelques heures après, il y avait un match de rugby. C'est à la Défense? À la Défense, maintenant. C'est là-bas maintenant? Oui, parce que c'est fini le temps où Jean-Louis allait se régaler au Supercross. C'était formidable. C'était génial, à Bercy, là, l'ambiance. Des sauts formidables. Non, mais ça l'est encore, mais c'est différent. C'était à Lille et maintenant c'est à Nanterre. C'était Il y avait super. aussi une ambiance de feu.
voilà. Là, avec les musiques à l'ancienne, avec. ouais. Ah là, c'était. Dans les trop bien. coursives et tout. Ah là là. Mais ça a été. Il y avait Sean Reed, il y avait aussi, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voyait, Antonio Cairoli, 9 fois champion du monde de motocross, qui est venu, donc le public était vraiment heureux, mais Cairoli, Sean Reed n'ont rien pu faire. Hein. Marvin Musquin, c'est la 3e fois qu'il est King of Supercross de Paris. Il a tout dominé, il a tout gagné dans sa catégorie. Il y avait encore du freestyle? Il y avait du freestyle, bien sûr, Bien. Ah, c'est bien. Moi, c'est le moment que j'ai préféré. avec le chouchou, tout. Ah il y avait- ouais, les chouchous, on m'avait oublié. T'es déjà allé à Bercy pour voir des Non, supercross? jamais. J'ai regardé par contre à la télé beaucoup. Ah, moi. qu'est-ce que c'était bon. Ah, Pour quelqu'un qui aime pas la moto, du tout, la première fois, je pense que pour l'emmener voir une compétition de moto, plus que d'aller voir le MotoGP, parce que la première fois que tu vas le voir, toi, t'as l'impression que c'est à part la course, les essais, c'est des pilotes qui tournent. Je pense qu'aller voir le Supercross, pour quelqu'un qui connaît pas du tout la moto, avec le concours de saut, notamment l'ambiance, les pom-pom girls, la musique hard rock, c'est ce qu'il faut. toujours une ref avec la musique. Bien sûr. Ah, c'est trop bien. Mais oh là là, ces ambiances de chaudron, c'est incroyable. J'avais fait une fois le guidon d'or. J'étais le plus mauvais, hein. Mais je m'en rappelle encore. Cette pression. C'est magnifique, le guidon d'or aussi. Ah, avec les frères Chambon, là. Stéphane C'est bien la Maurice. glisse, hein, Il le t'as fait vu bien, hein. Bon, en tout cas, on va pas parler évidemment de Marvin Musquin, mais aussi de Maxime Renaud. Comment ça s'est passé? C'était compliqué, plus compliqué? Compliqué, c'était la première fois qu'il roulait, il n'avait jamais fait de Supercross. Il y avait 2 jeunes pilotes qui n'avaient jamais fait, dont un Réunionnais. On l'avait dit il y a quelques semaines, hein, il a été champion du monde de motocross dans la catégorie MX2 pour sa première année. Là, il venait, et mine de rien, il a terminé 2e, ce qui est quand même très 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 fort. Il y a des Américains, il y a un seul Américain qui était intouchable devant, mais il termine à la 2e place. C'est vraiment très très fort. Et puis, il a été suffisamment sympa pour nous donner une petite interview. Ah, mais Jean-Michel Transition, c'est parti. Alors, vous avez été repéré par la Fédération française de moto en 2012. Ouais, en 2012, j'ai fait mes premiers stages avec la Fédération française en 85, stage de détection, et après petit à petit, voilà, on est monté dans les échelons, 85, 125, etc. Donc ouais, la Fédé m'a suivi pendant tout ce chemin. Alors vous êtes vraiment un vrai produit de la filière FFM, vous avez attaqué directement dès le mini-vert en fait. C'est ça, dès le mini-vert, dès le plus jeune âge, à 12 ans, en 2012. Donc voilà, dès le plus jeune âge, on a commencé à se regrouper ensemble avec les meilleurs espoirs français sur des terrains, commencer à avoir des stages avec des coachs, Pascal Finot à ce temps-là, qui nous donnait la voie à suivre un petit peu, qui nous donnait des conseils. Donc voilà, on est chanceux d'avoir cette filière-là en France, c'est sûr. Alors une année très importante pour vous, une année charnière, c'est 2015, racontez-nous. Ouais, 2015, deuxième année en 125. On est arrivé sur la scène européenne, on a gagné la première course, on est allé chercher le titre de champion du monde 125, titre de champion de France 125, donc vraiment c'est l'année qui m'a un peu ouvert au public, on va dire, qui a fait découvrir mon talent, on va dire. Donc voilà, c'était vraiment une année très importante pour moi, ça a permis de me faire passer en 250 l'année d'après dans un très bon team. Après il y a eu des années un petit peu plus compliquées, des blessures, voilà, on est retombé assez bas, mais on a toujours continué d'y croire, toujours continué de bosser, et c'est ça d'ailleurs qui fait que aujourd'hui on en est arrivé ici, quoi. Vous vous attendiez à ce titre parce que vous êtes champion du monde de vos premières années en MX2. Ouais, forcément je m'y attendais. On peut pas vraiment s'y attendre, mais je partais pour essayer de décrocher ce titre. L'année dernière en faisant podium du général, cette année forcément on voulait progresser sur ce résultat. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif d'aller chercher ce titre, et on a tout mis en place pour y aller. On sait que le motocross il peut se passer plein de choses, mais voilà, on a réussi à faire du bon boulot et on a été chercher comme il faut en plus. Et puis la grande information qui vient de tomber, l'année prochaine vous êtes en catégorie reine. Ouais. L'année prochaine, passage en 4,5, donc ça va être un gros changement, une moto plus puissante, une catégorie avec vraiment tous les meilleurs du monde. On arrive vraiment dans la dernière catégorie de la hiérarchie, on va dire, du motocross. Donc voilà, beaucoup de boulot qui m'attend. Je vais vraiment donner tout ce que je peux, et bien sûr l'objectif ça sera d'essayer d'aller décrocher un jour le titre de champion du monde MXGP. Donc on va tout donner, on va continuer à bosser, continuer à y croire, et on verra où ça nous mène. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.
C'est bien cool en tout cas, c'est marrant, il t'a un air de famille avec ton frère jumeau, c'est fou. En tout cas, Et c'était pas Jean-Michel Transition, c'est Jean-Michel Bell bientôt, lui. Ouais, oui. Oh, oui, c'est vrai, c'est beau, c'est beau. En tout cas, ce qui On m'a lui marqué, souhaite. je ne l'ai pas vu, j'ai jamais assisté de spectacle là-bas, mais on sent qu'il y a plus de place, avec les coursives à Bercy. Là, c'est un peu comme le Stade de France à l'époque. Ouais, c'est plus. Il y a de quoi faire. C'est plus grand. C'est clair. Nous allons parler, et j'ai oublié de vous en parler, bien évidemment, le chat, on vous lit. Si vous avez des questions sur nos différentes rubriques en moto, en Formule 1, on posera les questions. Alors, évitez les questions trolls, mais évidemment, on tâchera d'y répondre. Afin de terminer la motocross, comment il va, Romain Febvre? C'était largement blessé quand même. Voilà, il y avait Maxime Renault. Donc l'an prochain, Maxime Renault, après une seule année, va affronter Romain Febvre, vice-champion du monde cette année, ancien champion du monde de la catégorie, et le néerlandais, Jeffrey Herlings. Verstappen. Voilà. Ils sont partout, ces Néerlandais. Non, mais 17 millions d'habitants, j'ai vérifié ce matin aux Pays-Bas. Oui. 17 millions d'habitants, ils sont déjà champions du monde de motocross, en attendant peut-être la semaine prochaine. Et donc, malheureusement, Romain Febvre, qui espérait gagner ce titre, j'allais dire à Bercy au Supercross de Paris, il a fait une grosse chute, il est monté très haut et fracture tibia Ah ouais, péroné. c'est dur. Ça, Il va se être en remettre, forme pour chaud. Non, début de pas saison. entendu, tibia péroné, c'est long, hein. C'est très très long. Ouais. On continue, et là on retourne sur la piste. Fabio Quartararo, ça a roulé à Jerez, et il n'était pas très satisfait. C'est étonnant. Déjà, on semblait en entendre parler sur les derniers Grands Prix. C'est un peu... Oui, il est champion du monde en titre maintenant. Je pense qu'il va essayer de demander à Yamaha d'avoir une moto un peu plus performante, parce qu'il voit bien que Ducati, il y aura 8 Ducati l'an prochain, va être très très performante. La Ducati, la marque de Bologne, l'année prochaine, on a vu qu'il y avait pratiquement une demi-seconde d'écart. Ouais. Et ces tests, il y en a quasiment plus maintenant. Hein. Il y a du coût financier, donc la Dorna a choisi, les pilotes sont assez d'accord de rajouter des grands prix s'il le faut. Et c'est mieux de toute façon d'avoir un grand prix avec 2 jours d'essai et puis la course, que d'avoir des journées d'essai qui coûtent cher. Il fallait à l'autre bout du monde, en Malaisie, en Australie à l'époque. Là, ceux-là, ils étaient cruciaux parce que c'est ça qui détermine ces essais de RS la saison prochaine. Donc, J'ai une question, Rémi. On utilise des simulateurs dans la moto ou un petit peu comme la voiture ou pas? oui, mais moins. Pour la soufflerie, notamment pour d'autres choses, mais moins, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir, parce que j'en ai testé des trucs, franchement, t'accélères, clac, ça bascule, et t'as pas le sentiment, tu peux pas contre-braquer, t'as pas la glisse, c'est un peu chaud, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Toi, les simulateurs, t'en utilises beaucoup au quotidien? Ouais, ça dépend, surtout pour apprendre les circuits, notamment, et puis après, dans un second temps, pour un petit peu faire des réglages sur la voiture. Mais c'est vrai que ceux de moto, ça se voit moins. Là. Le dernier que j'ai vu, ça doit être au bowling, où tu te mets à gauche et à droite. Jean-Louis. Oui, je voulais poser une question. Yamaha, pour moi, ils ont toujours fait des moteurs, d'excellents moteurs, même des moteurs de Formule 1. C'est des motoristes. Et comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à trouver la puissance de Ducati? Ces dernières années, les plus forts, c'est soit le moteur Honda à l'époque, soit Ducati. C'est pas là où ils étaient les meilleurs. Et Yamaha. Pourquoi ils n'arrivent pas à... Ça, j'en sais rien. Il faut quand même savoir que Yamaha, c'est très fort ce qu'ils ont fait cette année, parce qu'on l'a vu qu'ils avaient ratissé dans toutes les catégories énormément de titres. Imaginez-vous une chose, tout le monde dit Yamaha, c'est énorme. Yamaha, c'est là. Honda, le premier constructeur mondial, mais c'est énorme l'écart entre les deux. Donc voilà, déjà, un premier élément de réponse. Et puis après, les Ducati, ils y arrivent très fort, sont des Italiens. Et il faut savoir qu'un Japonais, par exemple, ne peut pas imaginer qu'on puisse jouer avec le règlement. Oui, alors que les Italiens peuvent faire passer de l'huile dans le carburant. J'ai pas dit que là, il le faisait, mais pas sur le moteur en tout cas, mais voilà. On pourrait évidemment parler de Fabio Quartararo qui est allé dans TPMP, on l'a vu avec le Ballon d'Or, mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir ce qui va se passer pour 2022 sur le MotoGP. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Est-ce que c'est des changements majeurs, mineurs? Comment tu vois ça? Non, il va pas y avoir de changement majeur. La grande interrogation qu'on a, que j'ai moi en tout cas personnellement, c'est l'état de santé avec ses problèmes de vision double à nouveau de Marquez, parce que ça sera un championnat différent pour tous les autres. Déjà, pour Fabio, je pense que cette année, qu'il soit champion cette année par rapport à Mir l'an passé, alors que Marquez est là, c'était déjà quelque chose, parce que Marquez en a quand même gagné 3, dont une où ça tournait du bon côté du mauvais côté pour son bras. Ouais. Et c'est clair que si Marquez est là comme il était en fin de saison, ça sera un candidat sérieux pour le titre. Sinon, ça va jouer entre lui, Bagnaia et Mir. Mais les décès qu'il y a eu sur les circuits, ça change pas la réglementation?
On l'a Alors, vu quand les halos en Formule 1, ça a été lié aussi à des décès très tragiques. Qu'est-ce que tu veux évidemment, faire mais- sur une moto, quoi? bah, ils ont pris les décisions qu'on redoutait un petit peu. Pour l'instant, ça concerne surtout le mondial Superbike. On rappelle qu'il y a eu le petit Dean Berta Vignales de la Ouais. famille de Maverick qui s'est tué en Espagne en plus. Famille Vignales, donc ça a été peut-être le détonateur, en plus de Jason Dupasquier, le Suisse. Et donc, ils ont décidé pour l'année prochaine que la petite catégorie des 300, il n'y aurait plus que 30 pilotes et 2 wildcards, donc 32 maximum au lieu d'une... On est monté à 44, 45 pilotes. Après, elles étaient sympas, ces courses comme ça pour des gamins. Et ils vont rouler à 16 ans simplement maintenant au lieu de 15 avant. Et surtout, là, je trouve que c'est plus embêtant. Pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, en 600, la catégorie, on avait Chris Oglio comme invité le week-end dernier. Avec ses pilotes, Jules Cluzel, il va falloir être majeur, il va falloir avoir 18 ans pour un championnat du monde, au lieu de 16. Là, ça me paraît excessif. De toute façon, on ne pourra jamais empêcher en moto Mais oui. qu'un pilote tombe et qu'il soit percuté. C'est Ouais, pas parce que bien tu as sûr. 16 ans ou 18 ans, malheureusement. C'est ce que disait Philippe Monneray. C'est la course depuis des années. Les pilotes, ils ont envie de rouler. Je comprends bien qu'il y a eu 3 décès de très jeunes pilotes en compétition cette année, mais Ouais. 18 ans, Est-ce que ça moi, je sais changera, pas, à quel âge tu as commencé à rouler à fond, à t'amuser? 15 ans. Voilà, 15 ans, 15 ans. sur circuit, ouais. Ouais, ça Voilà. changera peut-être pas grand-chose. Et les équipements de sécurité, il y a quand même les airbags. Il y a les quand airbags, même- ouais. ça, De toute façon, tout est fait maintenant par rapport à l'époque où Georges Monneray roulait avec une. Il n'avait pas de combinaison en cuir, il roulait avec. C'était en soie, c'est-à-dire que s'il tombait, il Ah ouais, était imaginé. la pizza. Mais là, il y a toutes les protections possibles et inimaginables. Le seul gros risque qu'il reste, pas sur la route, pas en compétition, parce qu'il y a les dégagements qui sont bien faits comme en voiture, il y a tout ce qu'il faut. C'est la percussion, voilà, c'est la percussion. Non, mais la moto, ils pourront pas faire grand-chose Mais de non. plus. On a les halos sur les voitures, je vois pas ce qu'ils peuvent faire le plus. Déjà, Non. on voit les combinaisons qui gonflent, les airbags. Déjà, quand on roulait, nous, il y en avait pas ça. C'est sûr que c'était pas la même. Après, combien de fois j'ai fait des courses où, du coup, le mec, il tombe devant toi, tu lui roules dessus. Mais quoi. c'est ça. Et tu sais que le mec, tu lui fais une fracture, mais tu Ou peux pas tu fais l'éviter. comme Christophe Guyot qui fait rouler des gamins à l'année dernière au circuit Carole et qui, par peur de le percuter, préfère se Tomber. fracasser Ah ouais, plutôt que de toucher le c'est sûr. gamin, parce qu'il est comme ça, Ah Christophe, oui, voilà. il y a des choses. Enfin, c'est moins évident en tout cas, du côté de la moto. Voilà ce qu'on pouvait vous dire du côté de chez Rémi Tissier, mais évidemment, tu seras libre d'intervenir attend pendant F1. tout le reste. Non, Bien mais je vais sûr. juste rajouter, malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle, mais qu'on a perdu encore un gamin, René Hofer, qui s'est tué en motocross. mais cette fois-ci, c'est pas. Ah oui, il a fait en du ski. hors-piste et c'est une Ouais. avalanche. Il roulait contre Maxime Renault, 6e comme champion du monde cette Ah, année. C'était un gros espoir. Et Pilote on officiel n'a vraiment KTM. pas de chance cette année, vraiment pas de peau. Donc, il fallait en parler, bien évidemment. Tu fais bien de le souligner. Nous passons maintenant avec toi, mon cher Anthony Drevet. Là, c'est du multisport. Je sais même plus quoi lancer comme rubrique, tellement il y en a partout. C'est parti. Bon, évidemment, beaucoup de choses à discuter. Alors, le sommaire de ton émission, Anthony Drevet, parce que c'est l'émission d'Anthony Drevet. On va parler d'Andros, de Bathurst, d'Extremi, de Dakar, tu l'avais dit au sommaire. L'Andros, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, on sait tous ce que c'est que l'Andros et la glisse à l'extrême. Ouais, l'Andros, c'est quand même, il y a une nouveauté depuis des années, là, depuis 2-3 ans. C'est que ne roule c'est pas. tout à l'électrique. Non, oui, c'est que ne roule plus, parce qu'il n'y a plus de place pour t'inviter. Non, les voitures sont électriques. Donc, C'est full plateau électrique. Ouais, donc ça veut dire que c'est quand même assez efficace en termes de traction, en termes de puissance. Donc Ouais. ça, c'est vraiment bien. Par contre, ça fait moins de bruit, évidemment. T'as roulé sur les nouveaux modèles? Parce que non, pas les petites, mais les grosses, t'as testé Non, depuis j'ai déjà roulé sur les grosses thermiques et électriques aussi. Et en plus, c'est les 4 roues directionnelles. 4 roues directionnelles. Alors, ouais. c'est comment Ouais. par rapport aux autres? C'est, il y a beaucoup plus de puissance quand même. C'est juste fabuleux vraiment à rouler. J'aurais jamais pensé que ça délivre autant de puissance. Autant que les thermiques? Même voir plus que le thermique, ouais. Et puis c'est assez fun d'avoir les 4 roues directionnelles aussi. En fait, tu as une cam, et en fait, tu peux rentrer dans la cam un peu plus tard, et du coup, ça t'aide à la faire pivoter. Et c'est pour ça où c'est très très difficile, c'est qu'il faut pas que tu contre-braques, parce que si tu contre-braques, ça te réécarte dans le mur. Wow. Donc c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, honnêtement, je me régale à conduire ces bolides sur la glace. Ouais, parce que les 2 roues, les 4 roues directionnelles, du coup, font comme ça quand tu tournes à droite et comme ça quand tu tournes à gauche. Donc effectivement, si tu contre-braques, ça t'envoie dans le mur de Après, neige. du coup, tu peux régler en fait quand est-ce que tu rentres dans la cam et quand est-ce que les roues arrière s'activent. Donc
Ah, ça c'est pas Ah, mal. pas mal, 340 pas mal. chevaux quand même, Ouais. un poids d'une tonne une, donc des voitures qui sont assez efficaces et on a des bons pilotes engagés, donc Mathieu y a roulé. Ouais. On a tout simplement l'équipe de Sébastien Loeb, donc Sébastien Loeb va venir également. Connais on a, pas. Oui, je connais pas. On a la famille Panis aussi. Ah Ça, oui, quelque chose. Aurélien. Olivier et Aurélien, tout à Il fait. a dû prendre le level. Hein. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. On a Yann Erlaché. Alors lui, en termes de nom, il est peut-être moins connu, mais il est double champion du monde de voitures de tourisme. C'est le plus jeune à avoir fait ça. Ouais. Et c'est le neveu d'Yvan Muller. Ah ouais, d'accord. Il est bien pas dû mal. l'apprendre, ouais. Ouais, Yvan Muller, 10 fois vainqueur du Trophée Ouais, ouais. Andros. Hein. Et qui a gagné 4 fois aussi en voiture de tourisme. Tout à fait, exactement. Et qui a terminé, je sais plus, il avait un record depuis 2005, il termine toujours sur le podium, ou quasiment. On a JB Dubourg qui Ah ouais, est toujours. l'équipier Gros de client. Nicolas Prost. Qui Ouais. est là. Oui. Donc Nicolas Prost aussi, hein, qui suit les traces de son papa. Olivier Pernaut, qu'on avait Olivier, oui. il y a quelques Il roule bien, hein. jours, tout à fait. Dorian Boccolacci, et puis Boccolacci, pardon. Dorian. Et ouais, pas mal. Et Margot Lafitte. Ah, écoute, c'est propre. Et Julien Andlauer, il roule encore. Il venait de. Il en faisait quelques-unes, mais il Ouais. n'a pas, non, il a pas roulé. En guest, hein, des wildcards. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est des plateaux où il y a des wildcards de fous furieux. Hein. Quand on appuie à fond avec le moteur électrique, normalement, ça a beaucoup plus de coupe qu'un moteur. Ça fait quoi? Les pneus creusent le Tout à partenaire fait. ou le Et sol, ou pas pneus cloutés, donc 250 clous. Et le risque, évidemment, Mathieu, c'est que la piste se défonce, quoi. C'est clair, ouais, et puis surtout, en fait, tu uses le clou de plus en plus, donc c'est souvent la guerre des clous quand même hein, sur le week-end. D'accord. Celui qui gère plus ou moins ses clous, notamment on joue avec les pressions pour ça. D'accord. Et puis mais ça délivre beaucoup de puissance. Dès que tu accélères, maintenant Voilà. c'est on-off, quoi. C'est un plus ou moins de l'électrique. Donc, Il faut juste qu'ils mettent des enceintes avec des bruits de thermiques pour faire plaisir. ah, mais ça fait quand même du bruit à l'intérieur. Hein. On dirait pas de Ah oui, l'extérieur, d'accord, mais oui, bah même les petites, Oui. ça fait du Eh bruit, oui. mais alors à l'extérieur. Non, Et non, on maintenant, entend tous les t'entends. autres bruits, évidemment, la glace Ah, ça, qui c'est est plus rejetée, impressionnant. etc. Ouais, Ouais, c'était c'est- la glace. Ouais, je regarde des souvenirs géniaux. Je vous écoute Ça. parler, vous avez un sourire jusque-là, c'est magnifique le trophée Andros que je regarde. Est-ce que vous imaginez Pilote bike qu'il le faut en moto, le high speedway? Oui, C'est ça. que des Russes qui gagnent, évidemment, ils s'entraînent toute l'année. Il le faut en moto avec des clous, comme c'est un ça. truc. Ah ouais, Je l'avais vu à Assen aux Pays-Bas, mais c'est un truc de malade là. Oui. Pilote bike AMV. Non, mais il y a ça Mais aussi. même Alors, sur le trophée Andros, Ouais. c'est les pilotes bike Ouais, c'est AMV, ça. ouais. Ah, moi, j'ai roule compris pas. le Speedway Gladiator, c'est magique. Donc, ils sont ouais. sur un anneau, ils sont comme ça, ils n'ont pas de frein. Et ici, la MV Cup, c'est souvent des supermotos, en fait. C'est des pilotes supermotards qui sont là. Ouais. Et il y a Daber, t'as plein de Ça roule super fort, bons hein. pilotes et ça roule super Ça roule fort. très très fort. Ils sont Ah ouais, c'est- un peu barrés, mais il faut avoir cette notion aussi On pourrait te d'équilibre faire de poids. essayer peut-être, non? La MV Cup, non, j'ai eu l'occasion d'essayer, mais je me suis pas tenté. Je ça. roulais Alors, dans tous les ces électriques. Ah, il est raisonnable. Bah oui, non mais c'est spécial, hein, vraiment c'est une fois spécial. Ah, même si- Brièvement, parce qu'il y a beaucoup à parler, Ouais. la première manche, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé pour JB Dubourg, qui est en tête du championnat. Il a gagné la première journée. Aurélien Panis a gagné la deuxième. On a Yann Erlaché aussi, qui est pas mal du tout, parce qu'il s'est bien fait à la conduite sur glace avec un bon professeur. Et puis Nat Berton, l'Auvergnat, moi ça me parle, je suis d'Auvergne, je vais me taper dans le micro, désolé. Nat Berton qui est deuxième donc, du championnat. Il était en voiture de tourisme avec Yann Erlaché. Il ne se quitte plus. Donc deuxième, troisième, et puis Aurélien Panis, quatrième, devant Olivier. C'est bien, on parle de Nat, ça roule fort. On continue avec toi, on va parler de Bathurst, ma course préférée, mon circuit préféré. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, c'est quoi la compétition? C'est quoi? C'est 1000 miles? C'est quoi? Non, 1000 km. 1000 km. 1000 km. Tout à fait, 161 tours, Oui. une édition, 64e édition. Donc ça a commencé dans les années 60 à peu près, Bathurst, donc ça fait un moment. Les voitures ont beaucoup changé, il y aura encore un changement de voiture dès 2023, mais ces autos-là, elles sont magiques, elles sont franchement fantastiques, sur un circuit en plus qui a des dénivelés de fou, 174 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut. On est dans la montagne. Mathieu, t'as roulé en 2019 aux 12 heures de Bathurst, toi. C'est comment le circuit? Ah, c'est juste fabuleux. C'est vraiment quelque chose d'atypique. Tu passes sur un circuit plus ou moins qui est assez relativement, qui ressemble à un circuit basique. Et quand tu arrives dans le secteur 2, justement, au point culminant, t'es entre les murs, tu as des bosses, et puis d'un seul coup, une grosse descente. Et quand tu regardes les caméras embarquées, tu te dis, mais ils freinent tôt. Et en fait, non, c'est juste que ça descend à pic et tu peux pas freiner plus tard que ça, quoi. Donc non, c'est un super circuit. Et puis, il faut savoir que c'est un circuit qui est ouvert aussi. C'est une route. C'est comme le l'année. Nurb. Donc, comment? C'est comme le Nurb?
Non, c'est pas comme une armoire. Il est ouvert pour Rouler, quoi. rouler tous les jours. Pour C'est une les route, quoi, pour les habitants. Du coup, quand tu fais le track walk, tu vois les portails, les maisons des gens, etc. Ah, comme les 24, quoi. Tout Tout à fait, comme les 24 du Mans, un peu ça. Ouais. Ah, bien sûr, ouais. Ah, c'est Donc, ouf. je crois qu'il est fermé 4 ou 5 fois dans Je l'année. savais pas. Ouais. Je savais pas. Pour moi, c'était un circuit normal. J'ai vu le départ, c'est sensationnel. Ils sont combien au départ? Ah, ils sont 25 et ils sont Blablabla. complètement fous. Un truc de fou, là, ce truc-là, là. Comme ça, côte à côte et tout. Un vrai serpent de mer. Extraordinaire. Ah ouais. extraordinaire, Et les voitures, géniales aussi. Franchement, c'est un bonheur. Il y a des Français qui ont l'habitude de rouler. Moi, je me souviens d'une anecdote avec Yvan Muller quand il y était allé. Il nous parlait justement il me parlait de ce sommet et pour arriver jusqu'au point le plus bas, il dit mais on pouvait couper le contact et on était facilement à 100 km/h à la fin de. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ça descend tellement quoi. Bon, du coup, c'était la saison de V8 Supercar. Là, c'était la grande finale à Bathurst. Comment ça s'est passé? C'était une course de malade. C'est une première d'ailleurs que ce soit la finale à Bathurst. En fait, Ah bon d'habitude, elle a lieu en octobre et puis là, la pandémie faisant, c'est un peu plus compliqué. Donc, finale à Bathurst. On avait essayé en championnat du monde d'endurance avec Le Mans également, qui avait été la finale. Ça s'est super bien passé avec cette voiture, Chaz Mostert, qui était avec Ford il y a quelques années. Il a signé avec l'écurie concurrente il y a 2 ans maintenant et il a gagné une deuxième fois cette épreuve avec Lee Holsworth, qui lui n'avait jamais gagné. C'est un gars qui a plus de 450 départs à son actif. Il était vraiment, il avait envie de gagner évidemment, mais il avait toujours la petite réussite qui le fuyait. Là, ils ont dominé. Meilleur temps des qualifs, record de la piste, 2 minutes 03. Et en course, ils ont été au-dessus du lot. Ils ont eu un problème de pneus, mais ils sont remontés avec une stratégie décalée. Enfin, ça a été une belle domination. Mais face à Mostert, il y avait quand même le champion 2021 qui n'est pas resté dans l'expectative, on va dire. Et ouais, du coup, on avait une Ford sur le podium. Eh mais exactement. Exactement. Parce que Shane Van Gisbergen, qui est donc le champion 2021, a eu un problème de pneus lui aussi, parce qu'ils attaquaient, ils étaient comme ça là dans les derniers instants, record du tour sur record du tour, Mostert face à Van Gisbergen, et donc du coup il a eu un problème de pneus, ce qui fait que la Ford, numéro 6, de Cam Waters notamment, et de James Moffat, le fils d'un ancien champion. Moffat. Voilà, Moffat dans les années 70, ça parlait. Absolument. Canadien, de son état, donc. Ouais. James Moffat, lui, c'est le fils et il est australien. Il termine 2e, à très peu finalement, donc Ford a failli s'imposer, Ah oui. comme en 2014. Et Touzone, sur le chat, on dit le tour de la pole était hallucinant et on fait un coucou à Anna. Oui, Qui nous tout à fait. regarde, mais c'est vrai que je l'ai pas vu, mais pour qu'ils nous disent que le tour de pôle était hallucinant, c'est que ça vraiment c'était le gros spectacle. Ah, c'est en train de progresser au fur et à mesure, et franchement, on se souvient d'un tour de Greg Murphy à l'époque, je sais pas si vous en souvenez. Pas du tout. En 2001. Ah, c'était un mardi. Oui, c'est ça, tout à fait. Il roulait le mardi cette fois. Non, il avait fait un tour de folie. Bah là, c'est un tour de fou malade que Chaz Mostert a sorti, donc c'était top. Et pour la petite anecdote, Mathieu, tu as connu la McLaren de 2008. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Eh bien, il y a une McLaren de 2008 qui a roulé sur le circuit de Bathurst avec Button à l'époque. Il a tourné en 1,48. Bon, Ouf. Ouais, et c'était pas les réglages tu vois, à la limite, parce que les voitures de Formule 1 sur des circuits comme ça. Comme c'est pas Max facile. Mamers à l'époque, sans les chicanes, gaz en grand, flat, 400 km/h. Pareil. Bon, écoute, on pourrait parler des heures de tout ça, c'est vrai. On va passer brièvement sur l'Extremi parce que j'aimerais qu'on garde un peu plus de temps sur le Dakar. Concrètement, on va parler de l'Extremi parce que la saison, elle touche à sa fin, mais franchement, à part sur les réseaux sociaux, des pilotes, trucs comme ça, on n'en entend pas parler de ce truc-là. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que le format aussi à la télé ne s'y prête pas beaucoup parce qu'il y a 2 jours de compétition. On a finalement que le dimanche où c'est un programme de 2 heures. On a des temps forts au début, puis ensuite la dernière elle est en direct. Enfin, c'est compliqué comme championnat à suivre, mais on a quand même des. Ça a l'air cool, il y a du monde, hein. Il y a du monde, les voitures sont très intéressantes, les SUV donc électriques aussi, 1700 kilos pour ces véhicules, tous identiques évidemment. On a du Carlos Sainz, on a Sébastien Loeb, Voilà. on a l'équipe de Rosberg. Rosberg, l'équipe d'Hamilton, l'équipe de Button. Bon, je crois qu'on est Ça pas manque de mal. quoi? D'un diffuseur vraiment pour que ce soit vraiment. Non, il faudrait Verstappen. Mais quel troll! Ça m'étonnait que tu t'en places pas une avant. C'est ça. Et non, mais en fait, c'est un championnat qui est intéressant. Maintenant, faut que ça monte en gamme, quoi. Oui, il nous faut Verstappen parce que comme ça on, peut les voit être le souvent père, comme on les voit souvent partir en tonneau, se rouler dessus, bien sûr qu'il nous le faudrait là, oui, bien sûr. T'as pas sous d'ailleurs? Je sais même pas. Moi j'en ai ça. vu plein d'images de ça, mais je Ouais. pense que c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis. Mais tu vois des catastrophes, des 3-4 tonneaux, et roule à côté, je passe dessus. Il y a eu le pauvre Stéphane Sarrazin qui justement est parti Oui, pas mal en Stéphane tonneau. Sarrazin, absolument. Bon, il a été écarté pour la dernière, malheureusement. On sait pourtant qu'il est excellent, mais Ouais. bon, ça arrive. Et puis, on a aussi ce concept où
où on a un homme et une femme. Et ça, c'est Ça, pour c'est bien. la diversité, c'est vraiment top. On a Laia Sanz, qui bah oui, là, alors, on il y est a d'accord, ça, ça parle. là, c'est clair. On va parler de Dakar juste après. Donc, C'est ça. Jutta Kleinschmidt est là aussi. Ah ouais. Alors, Jutta Kleinschmidt, oui, bien sûr, elle a gagné le Dakar. Tout à fait. Elle a La seule fait en moto aussi. Mathieu, comment on en parlait de l'extrémisme, c'est une super discipline, parfois ça manque de diffuseurs. Quand on est pilote pro à ton niveau, comment est-ce qu'on se dit c'est le bon move, c'est le bon championnat? C'est quoi le facteur Bah forcément, il y a aussi les finances, Oui. bien sûr. Mais quand t'as le non, quand on a le choix, après, c'est là où il y a. Où c'est ce qui prend la cote, c'est aussi l'air du temps. Là, c'est l'électrique. Donc ouais, c'est vrai qu'il a un peu du mal à partir, mais je pense que j'y crois. C'est un bon concept. Ouais. T'es dans des pays, des superbes destinations avec des petites voitures de Dakar, on va dire. Donc C'est ça. non, c'est vraiment chouette. Donc, Ça a l'air de bien monter en voiture, en moto. La Dorna était assez maligne pour le mettre le week-end des MotoGP. Là, j'ai regardé, il n'y a que 7 circuits l'année prochaine simplement qui accueillent la moto électrique. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Et alors là, les supporters moto leur parlaient de moto électrique. Et puis je vous rappelle qu'une des grandes premières, quand ça devait débuter, c'est il y a 2 ans le championnat, tout avait pris feu, les batteries avaient pris feu à Jerez, ça avait tout cramé. Nous, on n'est pas partis aussi bien que vous. Hein, Non, mais et puis c'est compliqué à gérer. Enfin, je veux dire, il y a des pilotes qui se faisaient surprendre, quoi. Mais pourtant, il y a plein d'essais de nouvelles motos, de projets, de prototypes qu'on va tourner. Oui, mais avec je des discutais vitesses avec pas les pilotes possibles. qui ne sont pas fans. Et puis, je me souviens de la toute première fois où on en a eu au Qatar. Ça y est, on va Et être en retard sur le Juste, conducteur. non, mais juste C'est fini. Nicolas Goubert me dit il faut qu'on en parle, donc on arrive avec la caméra et moi je fais mais c'est quoi ça, c'est la glacière. Il me fait non c'est la batterie. Je fais mais non. Il me dit à ce point-là, je dis non mais là il me dit on va diminuer de moi. Non mais c'était gigantesque. le truc. Je dis mais là pour faire 8 tours, tu te dis c'est pas possible quoi. Génial. Alors, je suis obligé d'ajouter un autre. Vas-y. En 2014, j'ai été à la première course de Formule électrique à Pékin, et donc je m'approche de la voiture, et je dis, bon, alors le moteur est là, la batterie est là. Non, tu te trompes, Jean-Louis, la batterie est là. C'est ça. Non mais c'est ça. Le moteur est là. La première Formule Donc électrique. je suis content de voir que tu as eu la même réaction que moi. Oui, pareil, la même erreur. Voilà, c'était ça, je m'étais trompé. Et donc, au Qu'on championnat, s'attend pour la finale, brièvement. ouais, brièvement, c'est l'équipe de Nico Rosberg qui est en tête devant Ah oui. l'équipe de Lewis Hamilton. Ça s'invente pas. Formidable. On est pas mal. Bon, Pour l'instant, c'est c'est Rosberg qui a l'avantage via ses pilotes. Donc, il y a Molly Taylor, une pilote de rallye, D'accord. et Johan Christopherson, un pilote de rallycross. Et derrière, il y a Sébastien Loeb et Christina Gutiérrez. Classe. Bon, évidemment, on reparlera dans la dernière, avant 2022, de Racing Stream sur la finale pour la prochaine, et ce sera très bien. Et ça conclura la saison en beauté. On va parler du Dakar. Oh, le Dakar, j'aime le Dakar. On a des trucs à vous dire avec Mathieu. Parce que quand on s'était vu à Saint-Dié-des-Vosges, à la fin de la soirée, il m'a dit « Je te promets, si je fais le Dakar, je te prends en copilote. » J'ai les preuves. J'ai des preuves. Et là, c'est enregistré. Ah, René, c'est j'ai aussi des preuves, fais gaffe. Ouais, bon, d'accord. Mais bon, j'aime le Dakar. C'est mon épreuve préférée. Là, maintenant, avant, c'était en Amérique du Sud. C'est c'était en revenu. Afrique. Là, maintenant, c'est bien. C'est reparti vraiment dans les dunes. On arrête un peu les spéciales de rallye. En 2022, on s'attend à quoi, du coup? Alors ça va être la 44e édition, on va avoir un parcours donc, qui va du 1er au 14 janvier, on a 750 concurrents, tout compris, donc moto, voiture, continue. camion, SSV, il y a de tout, donc on va se régaler. On s'attend à avoir plutôt pas mal de spectacles parce que ça va être des spéciales assez piégeuses, il y a plusieurs boucles qui sont... Ils vont adorer les malmotos, ça. Ouais, je pense. Non, c'est plutôt pas mal. Enfin, par rapport à d'habitude, j'imagine, comme tu dis, que ça sera un petit peu moins typé rallye. Et donc, ça devrait être plus favorable à des pilotes qui prennent des risques, notamment en navigation. Et je pense à Stéphane Peter-Hansel, par exemple. Monsieur Dakar. Ben oui. Il faut qu'on le reçoive, Monsieur Dakar, ici. Ah, ça serait bien, J'ai ça. son casque JT à le faire signer. Que j'avais acheté à Challenge 75. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que il était mécanicien Cyril Després là-bas. À l'époque, voilà, je veux le faire signer mon casque. Després qui vendait des bouteilles de vin au début parce qu'il n'avait pas de sponsor pour rouler. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez noté que c'est vraiment le seul, la compétition, le Dakar notamment, et le rallye où les pilotes de moto font après une très belle carrière. Vous avez cité Peter Hansel, Dani Roma, Cyril Després. Il semblerait que dans cette catégorie-là, en tout cas, quand on est un très bon pilote moto, après ça, on passe assez naturellement en voiture. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a la navigation. Tout gagne. Exactement. La nav à deux, quand t'es tout seul en bécane, lire le roadbook, c'est un truc de fou. Mais ouais, en tout cas, Monsieur Dakar, je pense que ce serait énorme. Vas-y. J'en ai couvert 7 des Dakar, moi, pour différents Ouais. télé, etc. Et pour moi, j'étais admiratif des motards.
Pour moi, Je sais pas comment ils font. Et pourtant, Vatanen, tout ça, c'est des copains. Hein. Cette bande-là, je les connais bien. Mais quand même, les motards. Ouais. Eddie Orioli, Peter Hansel, tous ces là. Il se lève 2 ou 3 heures plus tôt que les autres. Et quand il parlait de Malmoto, vous savez ce que c'est, Malmoto? C'est-à-dire que là, les mecs, Van der Gobert le faisait il y a encore. Tu fais en plus ta mécanique. Ouais. Ta mécanique en plus. Debout sur les cale-pieds. Là, quelle moto. Et on a Mathieu Baumel aussi qui était. Il est toujours le nav copilote de Nasser Al-Attiyah. Exactement. Trop bien. Nasser Al-Attiyah qui est là encore chez Toyota. Il y aura Carlos Sainz, Peter Hansel, donc, qui est recordman de victoire avec 14 succès, dont 8 à moto. Bon, c'est un sacré palmarès. Et puis on aura aussi Sébastien Loeb, évidemment, Nani Roma, on l'a dit, Laia Sanz, Cyril Després, bref. Ça va être du lourd. Et avant de parler de possible du championnat du monde, on a déconné tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui pourrait te tenter vraiment le Dakar ou... Le Dakar, ouais, ça m'a toujours attiré. C'est quelque Toi chose aussi, que... mais c'est marrant, il y a un truc comme ça, c'est top preuve. Non, c'est vraiment quoi. Puis c'est bien, ça change un petit peu de... Piqué. Ça change un petit peu de... Ça change un petit peu du circuit, et puis c'est exotique, puis voilà. Chez les waypoints, jardiner, ça va être tellement bien. Toi, t'as pas l'habitude de dormir en endurance, donc c'est bon. Non, puis tu roules dans... Ouais, je sais pas, c'est atypique, c'est un effet super. Non, c'est quelque chose que j'ai en fait. C'est pas le premier homme de la piste que j'entends dire ça. Hein. Pour Alonso, tout pareil. Bah bien sûr. Exactement. Jackie X aussi qui l'a fait. L'exotisme, la découverte de pays et de paysages, le pilotage. On découvrait quand même beaucoup plus de paysages et de pays quand on ouais. était en Afrique avec Oui, le oui, vrai c'est vrai. Dakar. Paris-Dakar. Puis tu roules énormément aussi. Oui, et puis tu n'arrêtes pas de C'est rouler. pas, tu pars pour 5 tours et t'attends 4 heures dans le paddock. Je suis d'accord. C'est clair. Tout à fait. Alors, Anthony, pour terminer Tout à cette fait chronique, du coup, le championnat du monde pourrait être possible, parlons-en 23 Tout à fait. Je vais aussi parler moto rapide quand même, parce qu'il y a Rémi qui est là et qui s'impatiente. Championnat du monde 2022, c'est officiel. FIA reconnu de Rally Raid. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. Autour du Dakar, c'est un peu comme le championnat du monde d'endurance autour des 24 heures du Mans. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça a été acté en juin 2021. Donc ça sera un vrai titre de champion du monde. Donc on a hâte que ça se passe. Et donc on aura un titre évidemment en voiture, en moto, en camion. Donc ça va être top. Et il y aura normalement plusieurs catégories, T1, T2, T3, T4, comme WRC 2, 3, 4, comme F1, 2, 3, 4. On veut vraiment à la FIA rendre les choses plus accessibles. Ça, c'est très bien, franchement. Mais Donc, non, si. Non, c'est une super bonne nouvelle. Et on a aussi des Français pour ce Dakar, avec Adrien Van Beveren, avec Xavier il faut qu'il gagne là. Bah, on aimerait bien, évidemment qu'on Et de aimerait bien. Soutra, il roule encore? Ouais. Et il sera tout seul, justement, on parlait de pilote qui faisait la mécanique, il sera tout seul avec son Husqvarna. Ça va pas être simple. Oh, ça va être tendac. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler. En tout cas, ça démarre tout début janvier. Et c'est bien cool, on va encore se coucher tard, comme d'habitude. Bah, attends, entre le bivouac de France 2 et leur retransmission d'Eurosport, ça fait 2 émissions à regarder. C'est ça. Le matin, on dit, mais ça Oui, fini, j'ai c'est Dakar. Je te rappelle, le décalage, c'est fini de l'Amérique du Sud. Là, on est en Arabie Saoudite. Oui, mais quand même, les émissions de bivouac, c'est quand même tard. Ouais, c'est vrai. Parce que le sport mécanique, c'est quand même pas encore assez en prime time. Et on nous parle d'Audi là, avec Dolly Terror dans le chat, parce que je regarde un petit peu. C'est vrai qu'il y aura Mathias Ekström qui sera là. Il y aura également donc Peter Hansel avec cet Audi. Il est chez Audi, Peter? Mais oui, QE-tron et Carlos Sainz. Oh là là, Audi, grosse équipe. Ah ouais, Oui. ça va être énorme. Oh, vivement. Bon, passons maintenant à la Ford Zone et nous allons en parler avec Anthony encore une fois, mais ça va être très bien. Et ça fait plusieurs émissions qu'on vous parle de la Mach-E GT, et en tout cas cette fois ça a beaucoup marché, ça a beaucoup évolué, parce que voilà, maintenant les voitures électriques font la part belle au thermique, parce que on va parler de la voiture de l'année, COTY. Alors pour les jeux vidéo on dit le GOTY, bah là c'est le COTY, Car of the Year. Il faut savoir que c'est 39 ou 40 voitures qui se proposent de faire partie de la sélection, selon les sources, hein, on ne saura jamais si c'est 39 ou 40, mais 7 ont été sélectionnés. Évidemment, le Mach-E a été sélectionné. Franchement, on aura les news en février, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la voiture, c'est la technologie, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas que de la com, quoi. On en parle tout le temps ici, évidemment. Ford va être content parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de finalistes. Hein. On a 7 voitures finalistes sur les. Moi, j'avais 39, mais bon. Moi, j'avais 40. Bon, allez, on va dire qu'on est. Rémi avait 39,5.
C'est un jury de 61 journalistes, donc de plusieurs publications européennes, qui sont finalement là pour dire ok, alors cette voiture, elle est bien en termes d'autonomie, elle est bien en termes de plaisir de conduite, elle est bien en termes d'accessibilité pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que cette Mach-E a été sélectionnée. Il y a 6 électriques en tout, donc là on est en train de vraiment de changer. Oui, à part la 308 Peugeot qui est toute seule là, elle est fait, tiens, je veux pas me voir. Elle a quand même ses chances parce que justement en termes d'accessibilité, c'est quand même moins cher, donc pour les utilisateurs, elle a quand même peut-être encore une chance. Donc on va voir chez Peugeot, mais on espère évidemment que la Ford fasse quelque chose. Jean-Louis, une voiture de l'année, est-ce que, on le sait, ça finit comme un autocollant sur la vitre arrière des voitures, ça change beaucoup de choses pour un constructeur? Oui, ça change les ventes. Et je vais ajouter quelque chose sur Anthony. C'est très sérieux, la grille de notation des voitures, c'est pas au doigt mouillé. Ah non. Il y a vraiment des rubriques spécifiques. C'est pas comme le Ballon d'Or, alors. Je sais pas, je connais pas le Ballon d'Or. Et donc, si quand tu même, le connais, c'est Lionel Messi. Quand même, ça aide. Ah, je crois que c'était Fernando Non, mais je connais Alonso. pas comment on attribue le Ballon d'Or, c'est ça que je veux dire. Et vraiment, ça aide, oui, sur le plan des ventes, ça aide aussi. Franchement, très franchement. Ah, c'est vrai, C'est un titre très important. Et pour Très être sélectionnées, les voitures, elles doivent soit déjà être commercialisées, soit commercialisées en fin d'année et commercialisées sur 5 marchés d'Europe. Donc moi, je l'ai appris en préparant l'émission, mais c'est vrai que... Non, c'est très sérieux. Ouais, c'est quelque chose de très, fort, très quoi. sérieux. Quand on dit que c'est 61 publications, enfin 61 journalistes des plus grandes revues et magazines, bon, ça compte aussi. Je veux dire, les utilisateurs, les lecteurs sont aussi influencés par ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et vous savez d'ailleurs combien de fois, et on parle pas du Mach-E, mais vraiment de la Mustang, combien de fois elle a été nommée au Car of the Year? Alors là, Pas du tout. pas Pas deux. du tout. 0. Donc c'est vraiment, c'est vraiment qu'il y a vraiment un step. Parce qu'avant, la Mustang, c'était la Mustang, une niche. Mais là, il y avait vraiment au niveau de la techno, ça a beaucoup bougé. Et c'est aussi pour ça que, enfin, c'est pas un hasard si on retrouve le Mach-E. Et donc, là-dessus. on a 6 électriques, 5 SUV. Donc, ça prouve aussi vraiment l'utilisation des gens. Grosse concurrence. en Ouais, fait, tout à fait. C'est vrai que ça va être tant d'axes. On va croiser les doigts. Le verdict, ce sera en février 2022. Évidemment, normalement, si le Mach-E est Car of the Year, normalement, j'en reçois une. Ah non, d'accord, Oui. je croyais qu'on l'avait là, Non, ici, au milieu. pas que là, dans le parking avec la carte grise à mon nom. Voilà. N'importe quoi. On va parler maintenant, juste avant de parler des véhicules autonomes, je fais une petite parenthèse sur l'e-sport, parce que ça fonctionne très bien pour l'équipe Fordzilla que je représente, avec notamment sur Assetto Corsa Competizione. Super jeu, hein, ça Tout aussi. à fait, ça marche trop bien. Seven, notre ami Fabien Piffet, qui a fait premier, qui a gagné la compétition du Game World Cup by Fuse. Vraiment l'équipe qui marche très bien. Avec les autres pilotes, faut les citer, Michael Mazur, Geoffrey Milutinovic. Et franchement, ils bossent bien sur Assetto Corsa, pas que là-dessus, mais en tout cas, voilà, il fallait souligner la belle performance. Ouais, parce qu'on parlait tout à l'heure des simulateurs. Là, en fait, il y a un vrai travail qui est fait, notamment au niveau des pneumatiques et de l'utilisation de ces pneus, de l'usure des pneus. Et ça, dans des simulations comme Assetto Corsa Competition, c'est vraiment la différence qui se fait là. iRacing est un petit peu moins bon à ce niveau-là. C'est ça. Air Factor 2 est pas mal. Je crois aussi. C'est pas mal, mais bon, voilà. en tout cas, et on en parlera tout à l'heure dans la zone Michelin, c'est de l'utilité de l'accès de Michelin justement là-dessus pour la gestion des pneus. Mathieu, on en parlait tout à l'heure des simulateurs, tu joues sur quoi toi en simu? Quand t'as le temps? Assetto Corsa. Non, Assetto Corsa, e-Racing et Formula One aussi. Toi, tu fais un peu de tout. Hein. En fait, quand j'ai le temps, surtout. Quand j'ai le temps, surtout. Là, pour l'instant, c'est mon chien qui dort dans mon simu. C'est son panier. Donc, dans ton R6. C'est des beaux paniers. Les pilotes ont vraiment les plus beaux paniers du monde pour les chiens. C'est un chien qui pourrait faire du sidecar, alors. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. Bon, on va parler maintenant de véhicules autonomes. Un peu de poussière. Avant de parler du gros du truc, on va parler de véhicules qui livrent des colis de manière sans pilote. Vous seriez prêt à voir des voitures circuler sans conducteur dans Paris? Pas pour un taxi, mais... Je veux juste Jamais de la vie. Tesla vient de se faire allumer grave sur une voiture sans pilote et un chien, etc. Ça, aux États-Unis, ça a fait un scandale. Ah ouais? Oui, absolument. Oui, parce qu'elles absolument. peuvent être piratées. Je referme ma entre guillemets. parenthèse, il y a eu ça. Et donc, voilà, c'est juste une petite pierre posée là. Bah ouais, c'est sûr que ça va évoluer. Et justement, là, on a des images parce que du côté de chez Ford, ça investit beaucoup. Il y a une prévision dans les 10 ans de 7 milliards de dollars pour justement les véhicules autonomes. Alors, on parle, c'est pas pour vraiment tout le monde roule avec. Là, il y a des capteurs partout, mais c'est pour la livraison
beaucoup qui est focus là-dessus. Justement, Donald, c'est pour ça que ce que Jean-Louis dit, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas encore prêt, en fait, à être dans ces voitures autonomes, parce qu'il peut y avoir des failles de sécurité, c'est normal, on est en train de travailler. Et là, Ford, c'est intelligent, je trouve, en tout cas, de faire ces essais-là, sur des petites distances. Ça me fait penser à la RATP, tu sais, qui fait ces petites navettes, voilà, entre les différentes gares. Mais c'est comme ça qu'on met en place, quoi. Et à l'horizon 2030, peut-être, 2027. Après, moi, à 2 roues dans Paris, je préfère croiser un véhicule comme ça qu'un mec en trottinette sans cerveau ou un vélo qui, de toute façon, croisera les feux sans regarder. Et se passer amis. Mais en tout cas, c'est vrai que... d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, l'avenir des véhicules autonomes, c'est, on le sait, c'est dans les 10-15 ans, il y en aura partout. Là, ils ont fait ça, c'était sur le port de Londres. Et c'était pour voir un petit peu comment les usagers allaient réagir avec ces véhicules-là. On le sait que c'est surtout pour le transport de personnes, pour le colisage dans un premier temps. Mais il faut savoir que déjà, il y a 5 milliards de dollars qui ont été investis dès là en ce moment. C'est même pas 2022, c'est dès maintenant pour les initiatives de mobilité. Donc, vaste sujet. Mais on sent que Ford mise aussi beaucoup là-dessus. Mais c'est l'avenir, c'est l'avenir. Non, mais c'est sûr. Mais il y a un vrai sujet. Enfin, moi, je trouve que ça serait... Moi, je serais prêt vraiment à accepter ça, dans le sens où on peut travailler quand on est dans la voiture, on peut se reposer. Non, mais c'est vrai. Moi, il n'y a plus de plaisir à rouler en ville. Enfin, clairement. Ça sert à rien. c'est une Mais c'est pour punition. ça que je suis repassé au scoot, parce que franchement, j'en peux plus. Donc, tu peux gagner du temps. Et par rapport au train, je trouve quand même que ça t'emmène d'un point A à un point B. C'est Ça ça. t'emmène pas à un point C. Après, tu dois retrouver. Et il y a quelque chose que je n'ai pas précisé sur les images que vous avez vues. Ce n'était pas un véhicule autonome pour l'instant, c'était justement pour tester la réaction des usagers. Mais pourquoi ? Parce que, et c'était énorme, on n'a pas les images, mais peut-être on vous les montrera plus tard. En fait, il y avait quelqu'un qui était déguisé en siège et qui pilotait du bout des doigts le volant c'est pour drôle. voir la réaction des usagers qui allaient utiliser un peu comme leur locker Amazon. On en a tous ça dans les stations-service pour voir comment ils allaient réagir. Et ça s'est super bien passé sur cette expérience. Et vraiment, pour lui, c'est rigolo. qui était en siège. Sa journée fait. Attends, je vais déguiser en siège aujourd'hui. Ariane faisait des selfies. Logiquement, les utilisateurs de 4 roues vont plus facilement accepter ça que ceux réfractaires à 2 roues, je Non, mais pense. ça, c'est l'avenir. Bien sûr. C'est l'avenir. C'est l'avenir, La c'est voiture sûr. électrique, c'est juste un intermédiaire. Finalement, il ne faut pas en faire un but en soi. C'est ça le vrai avenir, c'est que, Oui. que le Mais à véhicule la soit fin, électrique, mais bien sûr, etc. il vaut mieux y arriver. Et solitaire. Voilà. Au moins, ça roulera. Et moi, je préfère avoir une bien caisse sûr. où je mets, allez, go, tu m'emmènes sûr. là. Et je sais que ça va rouler plutôt que de rouler à 22 alors, ou absolument. que Waze me fasse 48 km de plus de rallonge, quoi. Oui, non, ça d'accord. Mais par contre, pour des longues distances, longs trajets, là, je serais un petit peu moins fan quand même. Eh ben, tu dors dans on la aura plus le voiture, choix. Ouais, c'est impeccable. vrai. Quand C'est tu vrai. prends des longs courriers pour aller traverser, pour aller courir à Sebring, tu dors dans les vrai. avions. Ben là, tu dors bien dans la voiture. Tout à fait. Ok, Ouais, par d'accord. Mais j'aime bien piloter, j'aime bien rouler. Oui, Pas piloter, mais rouler. de moins en moins, tu verras, nos enfants, ils font vous rouliez avant. Bon, on reviendra évidemment sur toutes les prochaines nouveautés de Ford et ses avancées technologiques dans les prochains numéros de Racing Stream. En attendant, nous avons notre invité, on a tellement de choses à lui dire. Mathieu Vaxivière, c'est l'interview, c'est tout de suite. Mathieu, nous allons essayer de retranscrire un petit peu toute ta vie. Hein. C'est Michel Drucker qui te parle. Comment t'es arrivé en hypercar ? Ça a été quoi ton parcours au global du début ? Du début. Pas du CP, hein, mais les... Ouais, bien sûr, on va le faire un peu Voilà. plus condensé. Non, j'ai commencé par le karting. Moi, j'aimais tout ce qui était moto, tout ce qui était sport mécanique avec un moteur. J'ai commencé par la moto beaucoup quand même. Et après un petit peu de karting en 2005, j'avais à peine 10 ans. On a fait 3-4 courses. Bon, le problème, c'est qu'il fallait que j'aille à l'école. On partait le mercredi, je rentrais le dimanche. Le lundi, je disais à ma mère que j'étais fatigué. Donc, Mais il faut j'allais préciser, pas à l'école. comme beaucoup de pilotes moto et de voitures, que si tu as débuté, c'est que tu viens d'une famille de sport mécanique. C'est ça, la base. Tout à fait. Il a raison. À la base, c'est ça. On était implantés dans le rallye surtout. Et mon oncle qui roulait, et malheureusement, il est décédé en reconnaissance du rallye du Mont Blanc. Après, mon grand-père, Jean-Pierre Champeau, a aidé pas mal de pilotes. J'ai Tout à vu fait. courir. Ah ouais Oui, bien sûr. Oui, Champeau, je le connais. Ah oui, le nom, on le connaît. C'est sûr que sur les Et, caisses de rallye. Je referme la parenthèse, continue. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu les contacts pour commencer un petit peu en karting. Et après, ouais, j'ai coupé de 2005 à 2010. J'ai fait une petite parenthèse foot. Donc, Ah ouais.
J'étais Sur FIFA pas, non, malheureusement sur un terrain, bon, j'étais non, la technique c'était contrôle tibia, donc c'était pas terrible, tu vois. Ouais. Du coup, ça s'est mal passé. Non, ça va, je me débrouillais bien, mais c'était pas mon sport de prédilection, on va dire. Et après, j'ai recommencé par hasard aussi au Trophée Andros, justement, sur 2-3 courses en buggy, en sprint car. Et c'est là où, au final, on a rencontré Jean-Philippe Desraux. J'ai commencé par la midget et en circuit à l'âge de 15 ans, avec une grosse dérogation où j'avais eu l'aide de André Diviès aussi, qui est décédé Tout à fait. récemment. Garo, là. Oui. Et donc après, voilà, on savait pas trop ce qu'on allait faire après la midget. En fait, c'est de là où tout est parti. On n'avait pas trop les budgets non plus pour. Et à cette époque-là, la F4, c'était aussi le bon choix. J'ai fait la Formule 4 avec Pierre Gasly, maintenant que tout le monde connaît. Ouais. Et celle-là, je l'ai remportée en 2011, du coup. Et ensuite, en fait, pendant cette année-là, j'ai rencontré un mécène qui m'a financé aussi toutes mes saisons jusqu'à l'antichambre de la Formule 1. Et bon, il faut un peu avoir de la chance, mais après, je me dis que la chance, on se la crée. Donc, Ouais. Oui, bien sûr. donc, Et t'as voilà. fait partie aussi de la Lotus AF1 Junior Teams. Ça a changé quoi pour toi à l'époque? C'était un step plus plus en avant, on va dire, pour gravir les échelons pour aller jusqu'à la Formule 1. Après, d'un côté, quand j'étais petit, je me suis pas dit je vais aller en F1. En fait, on a fait ça juste step by step, mais on savait pas trop où on allait. C'est ce que j'allais dire, désolé Donald. Mais vas-y. C'est ce que j'allais dire, Mathieu. En fait, c'est assez rare de pas commencer par la compétition karting. Il y a Yann Erlaché qui a fait ça aussi, commencer par la midget finalement. Et on voit que ça mène au championnat du monde. Non, j'ai eu un parcours vraiment atypique. En plus, pendant que je faisais la Formule Renault, je faisais des piges en GT avec la Porsche Cup. En fait, toutes les catégories où on m'invitait, j'y allais pour prendre de l'expérience. Et après, moi, c'était ma passion avant tout aussi de rouler. Donc non, j'ai eu la chance de pouvoir faire des belles courses. Et un peu, j'ai fait le championnat du monde d'endurance en 2014 en GT, la même année que la World Series en monoplace. C'était pas compliqué, justement, c'était les pas- différences de feeling d'ailleurs? Non, ça va, il fallait juste s'adapter un petit peu plus rapidement, mais au final, c'était bien pour l'expérience. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas démocratisé qu'un pilote de monoplace fasse du GT, etc. Alors que maintenant, c'est de plus en plus commun vrai. qu'ils se mettent aussi à l'endurance. Donc non, j'ai été un peu un des pionniers à faire ça. Et en fait, l'adaptation, c'est important, mais surtout, il ne faut pas que ce soit le même week-end, parce qu'il y a certains pilotes qui faisaient de la F2, de la F1 le même week-end, qui faisaient des disciplines très différentes aussi. Toi, c'est ça finalement, c'est l'adaptation d'une semaine à l'autre, quoi. Ouais, d'une semaine à l'autre. Après, même le week-end, je pense que même week-end, ça se ferait bien quand même. J'ai eu fait avec les Androscars à Pauville. Et j'étais aussi en monoplace en Formule Renault. Ah oui. Et au final, bon, en un virage, on s'y adapte, quoi. Donc, Ouais, forcément. donc ça. Aujourd'hui, tu es chez Alpine, du coup, c'est la catégorie Rennes, mais de manière globale, c'est quoi tes meilleurs souvenirs au 24? Meilleur souvenir au 24 de Mans, ça passe par mon premier Mans, forcément. La première fois que je suis rentré sur la piste des 24 heures du Mans, la ligne droite des UNODR. On en parlait, ouais. Le public aussi. Honnêtement, les spectateurs, c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux au Mans. Il y a 250 000 personnes, c'est la folie. J'ai l'impression d'être Johnny Hallyday quand je fais les 24 heures du Mans. La parade en ville. La parade, ouais. La parade en ville. Enfin, voilà, ça, c'est des bons souvenirs, on va dire, extérieurs. Et après, des bons souvenirs sportifs. C'était ma pole provisoire dès ma première année, le mercredi en 2017. Et ensuite, mon premier podium, bien sûr, en 2019. C'est un podium au 24, avoir le trophée, Non, ça c'est doit chouette. être quelque chose. Hein. Et là, en plus, ça fait 3 fois d'affilée que quand j'enchaîne les podiums. Donc, Oui, mais 3 fois 3e. ouais, donc il faudrait un peu augmenter. Mathieu, il va faire 2 fois deuxième, puis 1 fois premier. Jean-Louis. Oui, je veux dire, son expérience est intéressante parce que bien des gens croient que pour arriver en Formule 1 ou enfin au sommet de la course, il faut un cursus tout à fait balisé, etc., etc. Or, on s'aperçoit en ayant une carrière atypique, on peut arriver à faire plein de choses. Bien sûr. Et que voilà, il y a une magnifique vie dans la course automobile. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'il fait, Maxime. On voit, Moi, il se débrouille. C'est ça, Voilà. c'est pas on peut avoir des profils différents. C'est vrai que tu peux venir de l'e-sport comme Fraga, qui après est sponsorisé par Gran Turismo, des papas qui n'ont pas forcément d'argent et qui mettent tout dedans. Je pense que si je dis pas de bêtises, Ocon, c'est un peu ça son parcours. Et c'est vrai que tout le monde peut faire des trucs différents. Toi, t'as pas commencé par le voie qu'on pourrait penser. C'est vrai que il y a pas mal de clichés auxquels on peut penser. Après, c'est beaucoup d'abnégation. Faut focus là-dessus. Ça doit pas être évident. En tout cas, ça marche fort. Il faut quand même trouver un mécène. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'au début, tu mets tes billes, et puis après, tu espères te faire repérer, soit par une filière, comme Red Bull, comme Après, il faut Mercedes. quand même faire au final des résultats. Et C'est après, ça. voilà, il faut s'adapter surtout aux gens.
voir ce qu'il est capable de faire, et vraiment être ouvert aussi et pas être fermé. Non, je veux faire cette catégorie-là, absolument. Il faut bien conduire. Il faut bien conduire, mais c'est vrai que c'est pas que le pilotage. Il y a aussi l'aspect l'image qui est super importante à côté. Voilà, parler anglais, savoir s'adapter aux ingénieurs, aux mécaniciens. Puis aussi, voilà, il y a vraiment, c'est tout un package maintenant où voilà. Il faut trouver un mécène, mais moi je trouve quand même, c'est pour ça que j'ai relevé tout à l'heure le fait que ton grand-père roulait, ton oncle, que dans les sports mécaniques, que ce soit moto, peut-être encore plus d'ailleurs que voiture, c'est quand même très souvent des gens qui sont passionnés, qui viennent des sports mécaniques, alors que dans d'autres sports, non. Oui, c'est sûr, c'est un peu moins une obligation. Voilà. Et dans les kiffs que tu as pu faire, Mathieu, on a des images de ça. Tu as pu rouler sur une Formule 1 et puis qui faisait le bon bruit, il nous semble, non Le bruit, Comment ça s'est passé le bruit était fabuleux. Déjà le matin quand ils l'ont démarré et qu'elle est partie sur la piste, limite j'ai pris plus de plaisir à regarder, à la voir passer pour le bruit que limite de la piloter. Quoi, que de la piloter après? Non, la piloter c'était quand même quelque chose d'autre, mais en termes de bruit, c'était vraiment fabuleux d'être à l'extérieur. 2008, c'est la voiture qui a été championne du monde avec Hamilton. C'était une récompense? Oui, entre autres avec un Je suis ami. content d'entendre ce que tu dis, parce que là, du coup, malgré tout, tu es fan de l'électrique? Bah, fan. J'ai pas dit que j'étais fan, j'ai dit que c'est aussi le futur. Après, c'est pas quelque chose que je déteste non plus. Tu n'auras plus de bruit, hein, tu pourras plus avoir ce plaisir. Ouais. Non, bien sûr. Après, c'est différent. Après, c'est vrai que, mais en tout cas, j'imagine des grands prix avec 20 voitures comme ça, être au bord de la piste. C'est sûr que ça m'aurait plus personnellement de regarder ça que non. Tu es en forme physique, en bonne forme physique, ou tu as eu mal un peu dans la J'ai eu un petit peu mal au cou, mais en vrai, bon, je suis quand même en bonne forme physique. D'accord. J'imagine. Le jour où C'était quoi, c'était en septembre? Je suis une bête. C'est la pièce de qui, celle-là C'est Hamilton, elle a gagné le Grand Prix de Monaco, ce châssis-là. Et le championnat aussi, avec la fameuse fin avec Felipe Massa. C'est quand même la classe. Et elle a roulé à Bathurst. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Bon, avant de conclure cette interview, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ton écurie que tu as lancée avec Aurélien Panis. Comment ça s'est passé votre première saison en midget? Et comment ça s'est venu te dire, tiens, on va faire notre écurie? C'est pas évident aujourd'hui. Écoute, mais il n'y a pas que Aurélien Panis aussi, il y a Raphaël Serrano. Donc là, on est nous trois, c'est celui qui est à ma droite, et Aurélien avec la casquette. Donc on est trois, donc Aurélien Panis et Raphaël Serrano. En fait, on est trois meilleurs amis. Et ça fait 4 ans qu'on s'est dit, écoute, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc on a créé un logo, le logo VPS, on l'a depuis 4 ans. On voulait faire de l'e-sport. Après on a dit, bon, on va peut-être faire de la Fan Cup, de la midget. Et au final, c'était le bon plan de faire la midget. Et en fait, on voulait vraiment créer par passion un team de sport automobile, et notamment dans le but de aider les jeunes, en fait, et après les aider aussi dans leur carrière, et puis avoir la fierté qu'ils soient passés chez nous. Donc voilà, après, sans prétention, pour l'instant, on ne veut pas se lancer en F1 ou en LMP2, mais en tout cas, voilà, faire quelque chose et essayer de les orienter au mieux dans leur carrière, sans non plus leur vendre du rêve, parce que le problème, c'est ce qui arrive le plus. Il faut qu'ils nous parlent un peu d'Alpine quand même. C'est ce qu'on allait dire avant de partir. On ne partira pas de là sans parler d'Alpine. Alors, vraiment, ton programme, j'ai parlé de Séverine tout à l'heure, tu commences là, je crois, cette année. Voilà. J'ai déjà fait cette année avec Alpine. Ouais. Et là, l'année prochaine... je parle de 2022, oui, bien sûr. Encore en discussion. Après, voilà, on est... C'est sur le bon filon. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler maintenant. Je ne sais pas encore si j'y serai à 200%, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Et je pense en tout cas qu'Alpine a un très très beau futur en endurance. Bien sûr. Surtout ça qu'il faut retenir. Et ils ont annoncé le LMDH en 2024. Donc voilà, ça va être très très chouette et j'espère y être. Évidemment que tu y seras. Et comment ça s'est passé du coup? Parce que là, on n'allait pas partir de là sans parler des 24. La course, comment ça s'est passé? Vous avez eu une chance face au Toyota? Comment tu as vécu la course là? Écoute, on a une chance, oui et non. Clairement, après 2 heures de course, on a vu que ça allait être compliqué forcément, parce que en termes de stratégie, avec notamment les relais, l'essence, etc., c'est compliqué. Puis surtout en pace, au final, en rythme de course. En rythme de course, on était vraiment plutôt pas mal depuis le début de l'année. Au Mans, ça a été un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on continue de travailler chaque week-end avec l'équipe. On apprend de plus en plus et on est très très bien structuré. Forcément, on est une plus petite structure que Toyota. Mais en tout cas, on était très très bien structuré. Et je pense que dans le futur, on risque
de jouer devant. En tout cas, il risque de jouer devant. En tout cas, c'est ça, si tu y es, évidemment. Mais faut rappeler aussi que c'est pas les mêmes caractéristiques techniques pour la voiture. Vous avez pas d'hybride, donc Toyota a de l'hybride. C'est sûr qu'ils sont avantagés aussi. Ils mettent beaucoup de moyens, Toyota, pour gagner. C'est l'un des plus grands constructeurs mondiaux. Et Alpine, les Français, voilà, on est là. Quoi. Et ça t'a fait quoi de passer du coup de P2 à la catégorie Rennes? Ça, maintenant, on dit plus P1, mais... Non, on est en hypercar du coup. Ça. Non, c'est un step, c'est vraiment un step au-dessus. Voilà, maintenant, avant j'avais 3-4 ingénieurs, maintenant j'en ai 8. Juste les ingénieurs, sans parler des mécaniciens. Et puis tout est beaucoup plus ouvert que le LMP2. Le traction control, donc ça c'est ce qui est l'antipatinage des roues par exemple. Il y a un ingénieur qui est dédié rien qu'à ça. Un ingénieur qui est rien dédié que... à l'aéro, voilà, il y a plein de choses comme ça, donc c'est super intéressant en tout cas. Et dans les cartons, il peut y avoir 2 voitures à un moment donné, ou même 3 pour gagner Le Mans. Et il faut quand même être tout seul, c'est... oui, dans le futur, il y en aura, il y en aura une, enfin il y en aura 2 sûrs. Après, oui. Après 3, je sais pas. Non, mais 2. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, et après voilà, au moins si elle gagne, je sais que c'est nous, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et ce sera ma dernière question, mais d'être dans la catégorie Rennes, c'est une sorte d'achèvement. C'est bon, là, t'es arrivé à un truc où tu dis, franchement, là, je suis content de ce qui s'est passé. C'est le top de ce que tu pouvais imaginer. Ouais, je suis vraiment ravi d'y être. Le top que j'imagine, c'est de gagner Le Mans un jour, parce qu'il y a la compétition avant tout. Après, oui, clairement, d'être dans l'équipe déjà. D'être dans l'équipe en hypercar chez Alpine, représentant une marque française, en étant français, c'est fabuleux. Ouais. Donc non, c'est vraiment top. C'est bien ce qu'il dit, on croit entendre Johan Zarco. Oui. Mais toujours aussi français. Bravo, c'est bien. Non, mais ça c'est monte, classe. Alpine. Ah, mais en tout cas, dans toutes les disciplines. J'y crois à fond. Et c'est vrai que je regardais la course comme chaque année. Je écoutais les commentaires d'Anthony la nuit. Et je la regarde tout le temps de nuit. Et je me régale. Et j'ai vraiment, il me tarde de te voir sur la plus haute marche du podium. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Mathieu. Merci. Et je vois qu'on a dessous notre meilleur pilote Gran Turismo dans le chat. On parlera de toi à la fin de l'émission et de cette performance incroyable. En tout cas, c'est la fin de cette interview, mais maintenant, le lourd du sujet de la Formule 1, on voit la tête de Rémi Tissier. Croyez-moi, il va y avoir du sport, c'est la Formule 1. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à vous dire sur ce qui s'est passé à Jeddah, mais je ne vous apprends rien. Avant ça, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la perte de Frank Williams. Jean-Louis, tu voulais dire un petit mot dessus Je voulais dire qu'il avait été, si tu veux, un personnage central de la Formule 1, il faut le dire comme ça. Quand j'ai dit sur Canal qu'il avait vendu ses dernières cravates, c'est une légende, mais c'est la réalité, parce qu'un jour, il n'arrivait pas à boucler le prix d'un engagement pour Silverstone, même pas en F1, et donc c'était compliqué pour lui, mais que c'était un personnage vraiment très atypique et très attirant en même temps, parce que sa famille, je reprends les termes de la famille, il est mort paisiblement, et c'est vrai qu'il a toujours eu l'air paisible, Frank Williams, alors qu'il ne l'était pas du tout. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inflexible que lui. Damon Hill est champion du monde, je donne un exemple, et il dit je suis champion du monde, est-ce que je peux pas avoir une rallonge de même pas $1 million? Non, lui dit Franck, ça c'est impossible. Tu as signé un contrat il y a 3 semaines, on reviendra pas dessus. Damon Hill est parti. Oui, chez Arrows, mais l'année suivante. Quoi. Pour dire quelle était la personnalité de Frank Williams. J'ai aussi parlé de l'histoire de Rothman. Il faut quand même comprendre que Jones est champion du monde, il est premier pilote en 1980 chez Williams. Rothman arrive, il y a le Grand Prix du Brésil, 1981, Grand Prix du Brésil, terrible. Tu sais, il peut tomber des hallebardes, il tombe des hallebardes. Et Rothman mène la course, une course formidable. Et à un moment donné, à 5 tours de l'arrivée, on passe le panneau, 1, Jones, 2, Rothman. Et Rothman désobéit. Et ils l'ont laissé tomber sur toute la saison. Et il s'est débrouillé tout seul, Rothman, et on arrive à Las Vegas, où il peut être champion du monde. Il y a aussi Watson, il y a aussi Jacques Lafitte, il y a aussi Nelson Piquet. Ils ne l'ont pas aidé du tout. Du tout. Franck, c'était ça. Rothman avait désobéi, il était puni, et il n'a pas été champion du monde, et Franck a loupé le titre. En tout cas, un grand de la F1. Non, pour dire comment il était. Mais en revanche, il a été, je veux dire, dans le choix de ses pilotes, dans la vision qu'il avait des choses, aidé par Patrick. Mais moi, il me plaisait bien, ce Carlos Reutemann. Oui. Quand il y a eu Patrick Head, qui était son directeur technique, qui était un type formidable, qui en particulier a été l'un de ceux qui ont inventé la boîte de vitesse, non pas avec les palettes, mais semi-automatique. Ça a quand même beaucoup aidé.
Et c'était un compagnon charmant, Franck, Ah ouais. dans les dîners, des choses comme ça, et dans le paddock de F1 aussi. Un Voilà. des anciens vrais passionnés, peut-être aussi mécanicien qui ensuite se lance dans... Oui, tout. Il savait tout, on ne pouvait pas lui raconter l'histoire. Mais c'est surtout, on ne pouvait pas lui raconter l'histoire sur l'argent, parce qu'à la fin, comme il avait tellement manqué oui. au début, Eh oui. à la fin, il n'en donnait pas si facilement que ça. Pas évident, en tout cas, Normal. on la voit, sa Normal. fille, qui est Enfin, c'est Franck, galère voilà. en ce moment. Ça a été un vrai personnage de la Formule 1. Mathieu, et vous ne pouvez pas ne pas parler de lui en sa mémoire, bien évidemment, pour tout ce qu'il a fait à la F1. Mathieu, tu suis la F1, tu as dû voir ce qui s'est passé entre Verstappen et Hamilton. C'est des faits de course comme ça, le coup de frein, comment tu le vois, ce truc-là, toi, avec ton œil de pilote? C'est la course, c'est des trucs que tu peux pas trop réfléchir, mais comment tu vois ton œil de pilote là-dessus? Après, c'est des choses qu'on aime bien voir aussi. C'est la course, ça fait partie de la course. Voilà, c'est des choses forcément un petit peu filou, on va dire. Donc après, c'est choquant parce que c'est en Formule 1. Mais après, Déjà, voilà, on commence par ils la se pole. battent. Le samedi, on commence par la pole. Il n'y avait rien de choquant, là. Moi, j'ai Non. vu surtout le panache d'un gars qui a 10 km de moins en vitesse de pointe et qui va tout tenter pour faire une pole, qui tape le failli mur à la arriver, fin, mais qui fait déjà... le samedi, l'homme du samedi, c'est Verstappen, mine de rien. Après, ils ont un très bon châssis. Ils ont un très bon châssis. On sait que l'avantage de Red Bull, c'est qu'il y a un très bon châssis, mais forcément un peu moins de moteur que la Mercedes. Mais après, au final, sur un tour, bon, ça se joue bien. Donc non, c'est chouette. Mais Les coups filous, ça s'est toujours fait, je veux dire, enfin franchement... Non. Jean-Louis. Je peux parler Ah, de mais vas-y. la pole position du samedi. Alors, je vais prendre un vieux principe qui est celui d'Enzo Ferrari. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Il n'est pas arrivé, il est allé dans le mur. Tout le monde est en pamoison. Tout le monde est en pamoison. Le tour formidable. Oui, enfin, il était dans le mur. J'ai obligé de le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne me regarde pas avec tes grands Mais, yeux mais comme ça, il a pris La le départ, deuxième chose- il a pris le départ du Grand Prix, il l'a mené, il me Oui, semble. attends, la deuxième chose, dans ce tour magnifique où tout le monde était en pamoison, je vous rappelle que la différence entre les très grands champions et les champions, c'est que le très grand champion, qu'il soit Senna, Prost, Lauda, Fangio, etc., il sait gagner le 10e qui va l'envoyer en pôle et pas les 3 dixièmes qu'il a eu à un moment donné qui va l'envoyer dans le mur. Et donc ça joue aussi. Et je trouve que là, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a eu de la vitesse de pointe en plus, ils l'ont dit. Moi, je crois que ce qu'ils ont dit, c'était qu'il y avait des flux d'air spéciaux au moment où il a eu sa VMAX, qui était pas loin de celle d'Hamilton, il était à 325, Hamilton était à 324. Ça, on ne comprend pas très bien pourquoi Red Bull a dit ça, mais en tout cas, là le moteur a marché, et puis la dernière petite erreur, je dirais, si mon ami Jacques Lafitte était là, il le dirait en premier, c'est que quand tu as 5 bornes de plus, il faut que tu freines juste un poil plus tôt, parce que tu vas arriver avec 5 bornes de trop au prochain obstacle. Et donc là, pour moi, je ne suis pas tombé en pamoison devant son tour. Je trouvais que c'était formidable. J'étais comme Alonso, je regardais ça complètement ahuri. Et puis ça s'est terminé. Et Jean-Louis, on a eu une négociation entre la FIA et Red Bull. C'est une première. Oui, ça pendant la course, j'ai aimé. Alors, Mathieu ici peut en parler parce que on entend le directeur de course aux 24 heures du Mans parler aux pilotes, parler dans les voitures et parler aux équipes. Ça, c'est tout à fait vrai, et je trouve que c'est pas idiot du tout. Pour informer. Pour informer, pour dire, voilà, il va y avoir une voiture de sécurité, ils ont négo, quoi. Ouais, voilà. Tandis que là, c'était une négociation offerte tout d'un coup par le directeur de course, ce qui ne s'est jamais fait en Formule 1. Alors, moi, je suis un peu sceptique à propos de Michael Masi, parce que je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. La première erreur de Jeddah, c'est déjà d'avoir homologué ce circuit. Je veux bien qu'il y ait beaucoup d'argent. Ah ouais, donc toi, là, c'est net. Mais non, mais franchement... C'est Monaco à 254 de moyenne. C'est moins que ça. Et Monaco, ils ont une excuse. Ils sont nés en 1929. Là, on est en 2021. Ça, déjà. Et ensuite, je pense que il n'est pas dans la continuité. Tiens, là, il est passé en dehors de la piste, on lui met 5 secondes. Là, maintenant, rien. Comme au Brésil, et puis là on lui en met encore un. Non, ça c'est moi. Je pense Verstappen, le pauvre, ils doivent se dire, mais. Là, on est d'accord, il trouve qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Pourquoi on fait ça? Mais il n'y a pas de constance, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est let them race, donc on fait n'importe quoi, on peut s'envoyer à l'extérieur. Et puis là, on le fait, mais ça marche pas parce que du coup, c'est pénalité. C'est vrai que les pilotes ne savent plus trop quoi faire. Tu as parlé de la négociation. Ça, c'est une première mondiale que j'avais jamais vue dans ma vie. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Mais tu dois quand même te rappeler que quand tu mets la voiture de sécurité virtuelle ou la voiture de sécurité normale, parce que tu as 3 bouts de plastique devant les protections qui sont parties, tu peux repousser les protections, découper un peu le plastique, tant pis pour la pub.
Mais quand tu sais que tu vas arrêter la course, tu sais qu'il va y avoir un autre Mais justement, départ, et que parlons ça des va arrêts de course. recommencer. Et puis il y en a encore un. Parlons des arrêts de course. On l'a tous vu. Il y a vraiment eu des 3 départs. Il y a eu 3 départs. On a vu Verstappen qui fait exprès de freiner trop tard. Donc du coup, il sort large. Mais est-ce que le circuit, il est pas justement mal fait parce que, comme tu dis, c'est Monaco, mais avec des larges dépassements. Donc du coup, je trouve qu'il c'est pas très bien fait, non. Ouais. Alors tu vas me dire, ah oui, bien sûr, mais l'île autour de Jeddah, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Ça, je suis d'accord. Et est-ce qu'ils ont fait en vrai, leur manœuvre, t'en penses quoi? La manœuvre, donc il y a Toutes les manœuvres. Il y a la pénalité de doubler en dehors de la piste, il a pris 5 secondes, alors qu'il a fait la même chose Brésil, au et il y avait Brésil, il ne s'est rien eu. rien passé. Voilà. Alors la pénalité de 10 secondes, elle est que quand il a freiné devant Hamilton, on dit non, mais il n'a pas vraiment freiné, il a ralenti. Non, il a freiné. Il y a combien de barres, tu nous as dit? 69 barres sur la pédale de les frein, freins, quoi. parce que quand vous êtes convoqué maintenant à la FIA, et il le sait, Mathieu, même s'il n'a pas été convoqué, il n'a pas fait de bêtises, t'amènes avec toi la boîte. Ça peut arriver. T'amènes avec toi la boîte noire, t'amènes avec toi toutes les données. Et les gars, là, à la seconde précise, il y a eu ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben oui, regardez, vous avez mis un coup de frein. Non, mais là, 69 barres. ce qui est Donc vous avez incompréhensible- vraiment mis un coup de frein. Vous prendrez 10 secondes de pénalité. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'il freine alors que personne ne lui a dit de freiner pour le laisser passer. Il veut pas y aller pour aller Non, il ne veut pas y aller DRS. pour On n'a jamais vu ça. aussi, c'est un mais bordel. il n'aurait pas dû mettre ce coup de frein. Ça, c'est des trucs d'un autre temps. On aurait dit On a fait Fraga, ça oh là, avant. c'est pas Francorchamps. Non, mais ce qui est On peut fou plus ça aujourd'hui, c'est que. maintenant, on peut en plus. fait, Non, ce que je veux dire, on peut plus faire ça. Non. Avec la télémesure, c'est impossible de planquer des trucs. C'est pas Jacques Lafitte qui va essayer de faire tomber le contour en mettant le doigt par derrière en disant oh merde, j'ai dépassé les tours, je le mets à 0. Non, ça c'est Bon, fini. je vais mettre les doigts dans la Fini prise tout de tout ça. suite. Rémi, on va avoir un duel à Abu Dhabi, Verstappen, Hamilton. Toi, t'as envie du spectacle, t'as envie qu'il y ait Déjà, du bordel. spectacle, on en a eu, c'était Hollywood. Là, franchement, le Et pour le Grand Prix qu'on a eu, c'était Le Grand Hollywood. Prix a Mais intéressé ma femme. C'est dire que Merci, c'est incroyable. merci, j'aime bien. C'était Hollywood. Moi, ce qui Je suis m'inquiète, d'accord avec toi. j'ai vu 3 pénalités contre 0 sur ce Grand Prix-là pour Hamilton. Je suis pas sûr qu'il ait toujours, même quand il y avait les voitures de sécurité, respecté les distances, Non, etc. non, il n'est pas blanc-bleu, non, Voilà. je suis d'accord. On est bien d'accord. Hein. Je vois surtout un homme de communication face à un garçon qui a été élu quand même Oui, par tous les par les internautes, fans. par les Ouais. fans, pilotes du Grand Prix. Donc, il y a quand même 2-3 choses qui doivent plaire. Ils reconnaissent en lui le pilotage. Moi, je regarde un petit peu, je vois tout. J'ai vu que, voilà, ça m'a fait bondir hier, MotoGP.com, 3 millions de followers, ils ont quand même tweeté, ils ont pris parti pour Hamilton. Bonne chance à Hamilton. Après ça, je voulais tailler, mais ils l'ont retiré, ils l'ont laissé. Ah ouais. J'ai dit, mais là, mais comment tu peux? Historique, parce que tu sais, non, il faut expliquer. Ouais, Comment dirais-je, Rossi et Hamilton se sont rencontrés, voilà. sont copains, mais bon, et donc ils ont pris parti à la MotoGP pour Hamilton. C'est Ils m'ont envoyé un mail, ils disaient, non, mais Jean-Louis, Voilà. ça sera là. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, dans le quotidien français numéro 1, je regarde et je vois le titre, c'est l'origine du Max. On a bien compris l'origine du mal. Alors voilà. Et puis les mecs, après ça, ils disent, hein, Yvan Muller, il dit, voilà, s'il a eu un apprentissage à la rue de Frank Tost, il dit, voilà, il a pas un sale caractère, il a un gros caractère. C'est pas tout à fait pareil. je reste persuadé, Rémi, qu'il maîtrise. C'est-à-dire qu'il est à la limite. Il a sorti fait- personne. Alors j'arrive à justement, ce qui me fait un peu peur, c'est que je pense que autour de lui, il y a une ambiance de l'équipe, de la famille et de son père surtout, qui me fait croire qu'il le pousse, qu'il le pousse jusqu'à essayer de, tiens, je vais essayer de passer par-dessus le rail pour débouler. Ouais. Je dis une bêtise, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux faire cette image-là. Il me paraît enragé. Et Parce quand que tu vas être champion du monde, quand le patron de chez Mercedes, il prend, Oh oui, ma en sœur. le voyant faire, je savais déjà, j'ai Bah, annoncé qu'il allait me tu fracasser. sais pourquoi oui, mais parce que tu penses que le père, c'est un patron d'équipe. Tu penses que le père de Verstappen, casser l'établi en deux chez Red Bull, c'est aussi bien. Ouais. Attends, c'est la famille en plus. Là, c'est ton fils. T'as pas besoin d'essayer de casser Évidemment. la table à coups de poing. Tu vois, le père Champeau que j'ai connu casser la table parce que lui a fait une bêtise. Non, c'est pas vrai ça. Et Ça, c'est la famille. Et ça, c'est ce qui me fait Jean-Louis, peur au chez niveau Verstappen. de. Pour terminer là-dessus, ça va être. Non, mais. Là, ils sont à égalité de points, 369,5 chacun. À quoi on peut s'attendre pour Alors, Abu Dhabi? Déjà, ex aequo, tu sais très bien que c'est Max qui l'emporte au nombre de victoires. Bon, ça, Voilà, donc ils Abu sont pas Dhabi. ex aequo. Alors, je vous ai préparé les stats. Alors, vas-y, on de t'écoute. 2015 à 2020, Hamilton a gagné 3 fois et les Mercedes ont gagné 6 sur 6 Grands Prix 5 fois. Hein, 2015, on va dire que 2014, c'est la première saison hybride. On ne peut pas très bien voir 2015, on est lancé. Autant mais- dire que c'est très mal engagé pour Verstappen. non, mais 2020, faisons la part des choses. 2020, Verstappen a gagné, donc l'an dernier, et attention, il n'a pas gagné, il a massacré les Mercedes. Oui. Il a massacré les Mercedes.
Donc, on peut dire que, et je suis complètement d'accord avec Mathieu, le châssis Red Bull, pour ce qui est d'Abu Dhabi, c'est pas mal du tout. C'est même, avec la souplesse du moteur en un, c'est même mieux. Attention, il y a 2 enfilades de virages en angle droit changés à Abu Dhabi. Il y a 2 endroits où les 90 degrés, tac, il y en a eu 3, au nord du circuit et juste avant la ligne d'arrivée, qui ont des virages qui s'appellent adoucis. C'est-à-dire que c'est maintenant une courbe complète. Il n'y a plus de freinage, je tourne, etc., etc. Donc ça peut quand même modifier, je dirais, l'aspect prioritaire des Red Bull par rapport aux Mercedes. Tu vois qui, là, Parce que je veux dire. Tu mets une pièce sur qui? Si je dois jouer, je mets une pièce sur Hamilton. Ouais. Parce que pour le self-control, pour tout ça, etc., et la filouterie en course. Attention. Nous, on met Verstappen, je crois. Non, mais attention. Moi, je suis au milieu. Il faut bien comprendre Tu mets où, moi qu'il y a l'expérience d'Hamilton, elle est assez costaud quand même. Il faut voir les choses. Mais il en n'a pas de face. sang-froid, Verstappen, avec tout ce qui s'est passé là sur l'ensemble du week-end, il n'a pas craqué. Mais il a pas encore craqué. redoublé sur les vibras et tout le truc. Attends, il a pris 5 secondes. T'as pas Mais ça il, a du pas- sang-froid, il pouvait tout perdre. Non. Hein. Moi, je trouve que il a été assez malin pour parce que l'expression se casser du podium où il y avait que trois ennemis où il valait mieux qu'il s'en aille. Je pense qu'il a bien fait de partir du podium. J'aurais fait la même chose. Ouais. Parce que quand t'as les 2 coéquipiers et le quelqu'un de l'équipe, il vaut mieux s'en aller, quoi. On parle pas de ça. On parle de mettre une pièce sur le bien sûr. pas du podium. Et puis, Mathieu, attends, tu vois quoi, toi Jean-Louis, il y a aussi Pérez qui est pas là par rapport à Oui, Bottas. aussi. ouais. Non, mais l'expérience. Sur ce Grand Prix-là, ça sera peut-être pas le cas sur le L'expérience, dernier. ouais. Et il a été là au Hamilton, Mexique. Hamilton, il y a quand même une qualité que personne ne voit bien, mais que tous les autres pilotes le reconnaissent, c'est la clairvoyance en course. Ça, c'est Ah, mais il a l'expérience pour lui, Prost, mais évidemment. Prost, Senna, Lauda, des mecs qui voient quelque chose. Je raconte une anecdote. Vas-y. Prost me disait, qu'est-ce qu'il a eu, lui, alors, un pilote, là, etc. J'ai dit, je sais pas, pourquoi tu me dis ça? Parce que quand je l'ai doublé ou quand je l'ai suivi, il faisait ça, ça et ça, il devait avoir ça, ça et ça. OK? Et c'était ça, en fait. Ouais, c'était vrai. Un jour, Nico Rosberg, que j'ai vu comme ça, Nico Rosberg, j'ai vu débuter. J'ai dit, Nico, alors qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu des autres voitures et tout? Mais t'es complètement malade, j'ai déjà assez à faire avec ma voiture pour regarder. Voilà, il m'avait répondu. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'expérience et la vision de la course, c'est quand même un truc important. Et en 10 secondes, Ouais. l'accident, le coup de frein, la faute à Verstappen, donc. Ah, là, mais il a pris 10 secondes pour ça, parce que la télémesure a Mais parlé. il n'y a pas de débat. Non, c'est ça. non, il n'y a pas de débat. ça, Ok, c'est d'accord. passé devant Non, les mais je voulais instances, voir ton c'est avis. fini. Après, Hamilton ne cherche pas non plus à doubler, quoi. Enfin, Ah, mais il a été surpris. Maintenant, Rémi met une pièce sur Verstappen, voilà, on verra. Mais bien. Pourquoi je mets une pièce sur Verstappen? Je mets une pièce sur Verstappen parce que j'ai Pour déjà, gagner de l'argent. j'ai déjà regardé beaucoup quand même des grandes finales sur un dernier week-end. Oui. Et pour l'instant, si les 2 voitures ne terminent pas, au nombre de victoires, voilà. Ça. c'est Verstappen qui est champion du monde. Ah, pas nous faire une choumie, attention. ça, Mathieu, voilà. tu vois quoi, toi, pour terminer? On finit avec toi. J'espère avoir un beau show avant tout, et après que le meilleur gagne. C'est ça. Bon, Très bien, voilà. Que le meilleur gagne, c'est magnifique. En tout cas, on a une pensée pour Ocon qui s'est fait taper par Bottas, mais D'ailleurs, un dixième, j'étais fou. Ça a failli être 2 podiums de suite pour Alpine, j'en parlais. Ouais, Alpine monte en puissance, franchement, bravo Esteban, quoi. Ouais, non, il était presque. Et je regardais la télémétrie à gauche, je fais mais non, on l'a vu passer Bottas, c'était dommage. Alors, vous avez vu qu'ils ne nous l'ont pas montré, hein. On l'a vu Non. juste après. Hein. On l'a J'ai vu trouvé juste ça après. scandaleux aussi. Bah ouais, bah, c'est parce que c'était pas le gain à la C'était Real, pas c'est arrivé pour à ça. Bottas, justement, c'est à l'inverse de se faire sauter sur la ligne comme ça à bas coup. Je crois que Esteban c'était Ocon, arrivé voilà. dans l'autre sens, ouais. Voilà. Bon, en L'équipe tout Alpine. cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la F1. Évidemment, on reviendra sur le dernier Grand Prix, sur ce final dans le prochain Racing Stream. On va bien rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Je trouve un truc, je viens habillé en orange, il est champion du monde. Ah, ok. On va t'appeler Dave. Bon, allez, c'est l'heure de. Oui. Non, j'aime bien sur le chat, évidemment. Hamilton, qu'est-ce que c'est? Non, attends, j'avais vu un autre truc. Ah oui, il nous fera une choumi, Verstappen. Mais nous fera oui, une choumi. c'est sûr. Ou une Senna. Je veux dire, Non, n'insulte pas Senna. Moi, je pense que ça va pas arriver. Et je rappelle que tous les téléspectateurs ont préféré le pilotage de Verstappen. Mais tu l'as déjà dit. Eh oui, mais Allez, c'est le moment. le du... public veut Verstappen. C'est Bibendov, vas-y, t'es pété. On a failli
Anthony, oubliez le swap. Attends, dis au revoir, Anthony, tu as été merveilleux. Merci beaucoup. Je dis au revoir. Et tes Merci. cadeaux, tes Mais cadeaux. oui, c'est attends, vrai je que reviens. je t'ai pas dit au revoir comme il fallait. Bah oui. Tu as été incroyable. T'as vu Ça, tout c'est terrain sympa. Tout terrain et le Dakar, mais alors ma passion, ça fait plaisir. Ah, Fabien, tu rentres quand Bon, on je le rentre décide quand en fait. tu veux, j'attends Non, que- quand on le Non, décide parce que D'accord, ok. on a beaucoup apprécié la performance. On passe le d'Anthony. relais. Voilà, on passe le relais. Allez, Il a dit en plus qu'il était pour Verstappen. Hein. Ouais, allez, J'ai mis une pièce. c'est fini pour ton stint. Allez, au revoir. À Nickel. bientôt. Double relais de la part d'Anthony Drevec, on salue. Hop. Allez. T'imagines au Mans en endurance un pilote qui reste aussi longtemps dans la voiture te ruine un Prends arrêt. ton temps pour t'asseoir, il est Bah en oui, galère, bah attends, Nicolas. Voilà, bon, bah, alors là, je suis tout seul maintenant parce que voilà à nouveau encore un grand fan d'Hamilton. Non, je ne donc, suis pas. Moi, j'essaie d'être objectif. Je vois que ton objectivité est partie, ça arrive. Bon, on peut commencer Fabien. comme ça. Oui, bonjour. Bonjour, nous allons parler évidemment de Michelin et de son implication dans les jeux vidéo, notamment dans l'e-sport et dans le Gran Turismo, parce que on a la chance de commenter Gran Turismo tous les deux depuis 2018 et Michelin est devenu partenaire du championnat, mais c'est pas que un coup de pub, ils ont vraiment essayé de bosser pour que il y ait quelque chose, pour que la relation avec la gomme, ça évolue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, ce que je peux déjà dire, c'est que Michelin, c'est vrai qu'ils suivent l'e-sport depuis très longtemps. On voit, ils ont été dès les prémices de l'e-sport auto, avec Forza qui était là depuis le début. Et donc, c'est vrai que depuis 2-3 ans, ils sont avec Gran Turismo. Et c'est pas que juste un partenariat visuel. Ils ont apporté vraiment énormément de choses sur Gran Turismo, à savoir que maintenant. C'est pour ça qu'on parle de Forza là. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de Forza. Mais normalement, il faut plus regarder la deuxième vidéo où justement Ouais. on voit l'apport de Michelin par rapport à Gran Turismo sur l'usure des pneus. On a pu voir une vraie évolution, nous qui commentons Gran Turismo depuis des années, on a pu voir une vraie évolution du côté des pneus et du côté de la gestion des pneus. Il faut savoir que maintenant, les pneus, on peut gérer aussi la déformation du pneu dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est ce qui n'était pas avant. Maintenant, même Gran Turismo a réussi à l'apporter grâce aux données de Michelin et ça permet d'avoir justement dans la simulation un ressenti beaucoup plus réaliste et une gestion beaucoup plus réaliste pour les pilotes. Bah ouais, c'est vrai que maintenant la déformation aussi, on peut le voir sur Gran Turismo. Est-ce que c'est juste de l'esthétique ou il y a vraiment, on sent l'appui, la charge Non, il y a vraiment un ressenti pour le pilote. C'est vrai que ça, comme je l'ai dit, on a quand même une grosse évolution. C'est vrai qu'avant, on avait quand même des briques. On conduisait avec des briques. On a tous conduit ça en simulation. Où les pneus ils réagissaient, le pneu entier réagissait, il n'y avait pas de déformation, il n'y avait pas d'évolution du pneu. Et aujourd'hui, grâce à Michelin et grâce à l'apport qu'ils ont fait dans Gran Turismo, ils ont pu faire une vraie évolution dans le jeu. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que pour les pilotes qui roulent dans la Nations Cup et dans la Manufacturer Series, il y a le pneu à gérer et ça leur permet, grâce à ça, d'avoir une vraie constance, de pouvoir comprendre comment fonctionne le pneu. Et ça permet d'avoir des stratégies un peu plus réaliste et plus fiable. Il faut rappeler aussi que le partenariat s'ajoute avec une histoire, un Hall of Fame de Michelin dans le jeu et on peut revoir toute l'histoire de Michelin, c'est plutôt intéressant. C'est un vrai dictionnaire du constructeur et ça permet de voir pas mal de choses de ce côté-là. Tu vas commencer l'e-sport bientôt, Jean-Louis. Non, c'est pas ça. Mais, je veux dire, non, mais je suis d'accord avec lui. Michelin, il a raison. Enfin, bien, Michelin, qu'est-ce que tu veux faire? Ça a été un pilier, dès qu'ils en sont arrivés, je le répète, je l'ai déjà dit dans cette émission, avec le pneu radial, ça a été un changement fondamental sur le pneu de compétition. Il n'y a rien à dire d'autre. Et là, ils importent un peu leurs données qu'ils ont de la compétition, ils l'ont emporté dans le jeu vidéo. Dans le 7, on aura encore plus de données qui vont être échangées. Donc vraiment, j'ai hâte de voir déjà Gran Turismo 7 et voir l'évolution des pneus, parce que c'est vraiment le plus important quand on joue à une simulation. C'est le contact à la piste, c'est ce qui va donner le plus de feeling. Parce qu'on a conduit beaucoup de jeux, on en a un qui est très connu, qui s'appelle e-Racing, les pneus c'est des briques, et pour n'importe quel pilote, c'est très compliqué à conduire. Parce qu'en fait, on joue sur une petite plage d'usure du pneu, et on n'a pas, il grippe, et d'un seul coup, il grippe plus. Alors qu'ici, on a une progressivité, le pneu, on sent qu'il commence à décrocher, vraiment réaliste, quoi. Ton ressenti, toi, avec les simulateurs, justement, le grip, parce que c'est vrai que c'est suivant les jeux, on sent que c'est pas du tout la même chose. Comment tu le vois, toi? Ça dépend, je pense que je suis pas assez fin encore sur les simulateurs pour ressentir le pneu. Mais Et tu as que 27 ans, il y a encore de la marge de progression. Tu peux rouler encore pendant 20 ans, facile. Non, bien sûr, bien sûr, mais même sur simulateur, j'ai pas assez de ressenti parce qu'il y a vraiment des experts. Je suis étonné là, Et en revanche.
chacun son domaine. Non, j'arriverai peut-être à être dans la seconde, mais après, c'est vraiment que c'est une technique particulière. Et... C'est ça. Oui, non, quand même, je sais tourner un volant, mais après, c'est vrai que bon, c'est ceux qui roulent devant en simulateur, c'est... Jean-Louis. C'est quand même un pas formidable pour l'e-sport, que Michelin donne. Ah, bien sûr. À leur donner, c'est le cas de le dire, ou une partie. C'est une partie. C'est un bon échange entre Gran Turismo et un Michelin, échange ce côté-là. là-dessus, c'est vraiment très important. C'est clair. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements de la part des équipes de Michelin sur GT et ça nous fait très plaisir et d'ailleurs de pouvoir enchaîner tout de suite avec la rubrique e-sport où nous allons revenir sur les finales mondiales de Gran Turismo. Ça tombe bien, c'est bien foutu ce conducteur quand même. Hein. Et avant de parler de Baptiste Beauvois, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, je vois sur le chat, ça nous parle de jeux manettes. Mais non, GT, il est fait pour le volant. Il y a même eu des volants de chez Thrustmaster, le TGT, qui ont été spécialement faits pour Gran Turismo. Aujourd'hui, Fanatec aussi a développé son DD spécialement fait. Donc oui, tu peux jouer à la manette, mais au volant, tu as un feeling que tu n'as pas à la manette. Donc ça rejoint les simulations aussi que tu peux faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il a envie de troller depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, mais c'est clair que ça paraît naturel. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un volant que. Oui, mais regarde Forza, au volant, c'est une cata. Voilà. On va pas se mentir. Mais si je joue à la manette, on a toujours des très bons feelings. Fabien, on va parler. Tu voulais parler de Manu en premier ou de Nations Cup avant? C'est toi qui décides. Tu le fais comme tu le sens. On va se dire très clairement que sur la Manufacturer Series, on a eu une victoire de Toyota très nette. Alors contrairement aux années précédentes où on avait des équipages qui étaient clairement favoris avec des Isal, et on se dit sur le papier c'est eux qui vont gagner et finalement c'était pas eux qui gagnaient. Voilà, Toyota avait un triplé qui était pas attaquable, c'était incroyable et tous les autres ont eu un maillon faible, ce qui n'a causé du tort notamment aux équipages de Baptiste Beauvois notamment. De Baptiste Beauvois, c'est vrai que c'est toujours le problème de ces équipes manufacturières où il faut avoir une équipe en béton et c'est toujours compliqué à gérer. C'est vrai qu'il y a Manaka et le maillon faible de l'équipe Toyota alors qu'il serait leader dans toutes les autres équipes. Donc c'est ça. C'est un peu donc c'est pour vous dire le niveau qu'il y avait parce qu'il y a Manaka, c'est du très très lourd. Là on est sur les images de Nations Cup, ça tombe bien, c'est là-dessus qu'on voulait passer du temps parce que faut savoir que là on voit Baptiste Beauvois qui est deuxième. Il faut savoir que vous voyez le petit 16 tout en bas là, et il est parti de là sur la grille de départ, sur la finale mondiale des 16 meilleurs pilotes du monde de Gran Turismo. Il part dernier et il est remonté à la première place. Oui. On va tuer le suspense tout de suite à la chicane du port. Dernier tour, dernière chicane. Il a tapé le mur, Valerio Gallo l'a redoublé. Il allait pas être champion du monde, mais comme il n'avait pas fait le showdown, il allait remonter sur le podium. Malheureusement, ça lui coûte le podium, qui était inespéré, mais c'était une course qui est incroyable à revoir sur les chaînes de Gran Turismo. Mais tu pourras parfaire un petit peu tout ça, mon cher Fabien. Mais Baptiste nous a impressionné cette course. Comme tu le dis, il part avant-dernier, il gère ses pneus des mains de maître. Il finit en soft avec Gallo qui est en hard, qui vient de changer ses pneus, donc ses pneus sont neufs. Donc Baptiste est en pneus usés soft, donc forcément le niveau commence un peu à s'équilibrer au niveau des performances. Et là, on voit le move de Baptiste qui est en train de revenir au dernier tour, à l'avant-dernier tour, pour essayer d'aller prendre le lead. Nous, on était comme des fous en train de commenter, vraiment impressionnant. Il a fait bonne sensation, c'est dommage. Je pense que lui-même, et s'il est encore dans le chat, il nous le dira, mais lui-même ne devait pas savoir qu'il jouait le podium. Là. Une fois qu'il est premier, là, il était sur le podium de la Nations Cup, donc il était sur le point d'avoir sa coupe, alors qu'il était tellement loin du week-end, il n'avait pas fait une saison, il a fait une des saisons où justement ça a été un peu décevant pour lui, on le sait tous. Mais là, sur la dernière course, pouvoir remonter sur le podium, être à un virage près d'être sur le podium, c'était incroyable. C'était incroyable en tout cas. GG, Baptiste Beauvois, tu nous as régalé. En tout cas, Valerio Gallo, indétrônable depuis toute la saison. Il est là au top. C'était j'allais dire inespéré, mais pas du tout. Non, c'était vraiment, il était inattaquable. D'ailleurs, vous avez vu, on était full fort pendant toute cette finale mondiale. C'était juste grâce à notre lobby, Fabien et moi. On a dit à Polyphonie Digital, OK, on fait la finale, mais que sur des Ford parce que sinon on commande pas. Évidemment, ils l'ont fait. Normalement, le lobby Racing Stream fera que les finales mondiales l'année prochaine se passeront sur la Maki. Vous avez vu, j'ai bien dit la Maki, pas le Maki. Ce sera évidemment sur la Maki l'année prochaine en finale mondiale. Mais en tout cas, on s'est bien fait plaisir sur ce cast et à revoir, je vous le disais, sur les chaînes officielles Gran Turismo. Il est l'heure, on a 1 minute pour vous dire au revoir. Merci Fabien, merci Rémi, tu nous as régalé.
taquin, tout comme d'habitude. Vous avez été tous au max. Oh, mais évidemment. Oh là là, mais il est relou. Bon, on en revoit à la prochaine. Jean-Louis, le magnifique comme d'habitude. Mathieu, c'était un énorme plaisir de te recevoir ici. On s'est régalé, ton expertise. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. Je suis très content d'avoir pu faire ça maintenant. Merci. Et puis voilà. Et merci à vous pour votre fidélité. Merci à nos partenaires Ford et Michelin. Il nous reste 48 secondes, du coup on est tranquille. Voilà, là j'ai tout dit. On est peinard, on a 45 secondes peinard. Oui, il y a comme le générique. En tout cas, merci à toutes les équipes. Et Oui, le replay. j'espère. Oui, le replay. Oh, il est fort. Oh là, drop the mic. Nous, évidemment, vous retrouvez tous les replays de Racing Stream sur la chaîne YouTube RS Motors TV. On va vous faire un tweet sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, pour pouvoir aller checker ça. Il nous reste 10 secondes pour le générique. C'était un grand plaisir. Et bien évidemment, Arnaud sera là pour présenter la prochaine émission et dernière de la saison. Ciao, ciao, c'était Racing Stream. Bye bye le chat.